Eh bien, bonjour à tous pour l'hebdo de l'innovation, hein. Donc comme toutes les semaines. Donc cette semaine, le sujet phare, c'est les IA mettent la loi de Moore au tapis. Donc on va voir un petit peu pourquoi et tout. Voilà, on y va. Donc l'avant-propos, comme à chaque fois, hein, donc tout ce qui est dit ici, vraiment, c'est mon opinion que je partage avec vous. On parle de société, on dit telle société fait des bonnes choses, ce genre de choses, mais on se cible vraiment sur une technologie, sur une vision de la société et absolument pas sur toute la société. Donc il ne faut pas vous dire, on a parlé en bien de la société dans l'hebdo de l'innovation, donc ça veut dire je l'achète. C'est pas du tout ça. Et de toute façon, il n'y a aucun conseil d'achat ou de vente dans l'hebdo de l'innovation, on n'a pas le droit d'en faire. Et donc, si vous voulez prendre position sur des valeurs dont on traite certains aspects dans l'hebdo de l'innovation, on vous conseille de prendre conseil auprès d'un conseiller agréé par l'AMF ou d'un courtier agréé lui aussi par l'AMF. Donc, on y va. Donc, les IA mettent la loi de Moore au tapis. Alors, parce que je sais qu'on va déjà en entendre un certain paquet qui vont me dire oui, t'exagères et tout. Attention, la loi de Moore, elle concerne les transistors. Je suis pas en train de vous dire qu'on va dépasser cette loi de Moore et que les IA nous ont permis de créer des nouveaux types, d'améliorer notre capacité de créer des puces, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est quand même que sur la loi de Moore, ça fait des années qu'on nous dit que on ne pourra pas respecter cette loi, qu'à un moment ça va s'arrêter, peut-être. Mais en attendant, moi, quand j'ai commencé mes études, les gens nous disaient 2020, c'est la fin. On respecte toujours la loi à l'heure actuelle. Et même des leaders de l'industrie, l'ancien patron d'Intel qui faisait des conférences en 2015 en disant qu'on ne pouvait pas respecter la loi de Moore encore plus de 2-3 ans, bah, ils ont eu tort. On a réussi à dépasser justement cette limite. Et ça, c'est intéressant parce que dans ce que je vous dis dans l'hebdo de l'innovation, c'est toujours la même chose, c'est avoir le côté positif. C'est-à-dire que trop souvent, les marchés, ils focalisent sur le côté négatif des choses. Mais en fait, il faut bien vous dire, quand vous regardez une valeur des semi-conducteurs ou ce genre de choses, c'est l'avenir à 10-15 ans que vous regardez. C'est-à-dire que ce qu'ils vendent là, ça n'a pas vraiment, enfin ça a de l'importance parce que c'est le business, mais ce qui compte c'est le business qu'ils vont être capables de créer plus tard. Et quand vous regardez la valorisation d'un Nvidia ou ce genre de choses, c'est justement ce genre de choses que vous regardez, parce que vous regardez la capacité de faire ce qu'on appelle les digital twins par exemple, donc les reproductions digitales d'objets physiques pour faire des tests. On en avait parlé la fois dernière avec la géo-ingénierie. Donc il faut le comprendre. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder les données de ce qui s'appelle MLPerf, qui est un consortium qui fait un benchmark, entre guillemets, et en informatique, on utilise souvent les benchmarks. C'est un benchmark qui va permettre de savoir, entre guillemets, quelle est l'IA la plus puissante pour certaines typologies de travail. D'accord ? Donc, tous les géants du secteur ils envoient leurs données et après MLPerf fait des benchmarks. Donc dans les secteurs, vous avez des sociétés qui sont des startups et qui vont créer des ordinateurs voilà, avec des IA, ce genre de choses dedans. Donc vous avez des sociétés comme Cerebras, Graphcore, voilà. Cerebras, on en avait déjà parlé, c'est ceux qui avaient pris le parti de faire la puce la plus grande au monde et de dire en ayant une très très grosse puce, on peut être plus performant qu'en ayant un ordinateur qui est constitué d'une multitude de petites puces. Et ils avaient prouvé que pour certaines typologies de calcul, effectivement, ils avaient raison. Graphcore, c'est une société qui est anglaise et qui a été rachetée depuis. Vous avez les titans, Nvidia, Google, Intel, voilà, vous en avez beaucoup. Donc, qu'est-ce que nous apprend MLPerf qui est si intéressant pour nous ? C'est justement ça, d'accord ? Donc, la loi de Moore, c'est ça. C'est votre puissance, entre guillemets, votre puissance de calcul. Donc, tous les X, enfin tous les 18 mois, ça double, d'accord ? Donc, c'est à peu près ça. La courbe verte, c'est ce que, entre guillemets, nos ordinateurs auraient dû avoir en puissance disponible parce que la loi de Moore est plus importante, d'accord ? Et parce que la loi de Moore s'améliore. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez un différentiel qui s'accroît avec le temps. C'est la grande courbe verte, d'accord ? La flèche verte. Et c'est quoi ce différentiel ? C'est en fait tout ce que Microsoft, Cerebras et tous les autres
ils vont faire avec leurs algorithmes pour faire en sorte d'optimiser le traitement de l'information. Et en optimisant le traitement de l'information, vous pouvez en traiter beaucoup plus. Et tout ça, c'est du design, d'accord ? C'est de l'architecture, c'est comment vous allez construire votre ordinateur, mais pas que la puce, mais tous les composants que vous allez mettre ensemble. Et trop souvent, bien trop souvent, on se limite, et je l'entends dans la bouche de beaucoup d'investisseurs. Je l'ai entendu il n'y a même pas un mois de la bouche de quelqu'un qui investit sur SML, qui me disait oui, non, mais de toute façon, un jour, la puissance de calcul va diminuer, notre seule solution, c'est le quantique, parce que le jour où on n'arriverait plus à respecter la loi de Moore, les ordinateurs vont devenir moins puissants, et comme c'est eux qui, entre guillemets, comme le pétrole ou ce genre de choses, c'est la puissance de l'ordinateur, c'est une mécanique de base de l'économie actuelle. Quand vous aurez plus de capacité d'améliorer cette puissance, ou que ça sera beaucoup plus long, bah forcément, ça va être un frein économique. Mais ça, c'est faux. C'est les gens qui s'imaginent que le seul moyen d'améliorer la puissance, c'est la puce. Et c'est d'aller dans l'infiniment petit. Mais c'est pas vrai. Et ça, c'est des choses totalement intéressantes qu'on retrouve de plus en plus dans le marché, avec de plus en plus de startups qui réfléchissent à l'architecture. Vous avez des sociétés comme ARM, vous avez des sociétés, on en verra une autre dont on parle assez peu souvent, une grosse société américaine qui a explosé ces dernières années et qui n'est pas ARM et qui fait du design de puces, qui est un design manufacturer. Vous en avez quelques-uns dans le marché, hein, c'est quand même un métier assez rare. Après, vous avez des gens qui ont des bureaux pour designer en interne. Il y en a chez Nvidia, il y en a chez AMD, il y en a chez plein de gens, hein. Vous en avez chez Soitec, enfin voilà, vous en avez chez vraiment beaucoup de monde. Et après, vous avez vraiment des gens qui sont spécialisés dans le design de puces et ils ne font que ça, et ils sont sous-traitants de certains acteurs. Et en fait, bah, du coup, ce que nous montre déjà le MLPerf, donc qui est fait sur des IA qui sont des IA d'apprentissage, hein. Donc elles vont faire du machine learning. C'est une typologie d'IA bien précise, hein. Vous n'êtes pas sur tous les types. On pourrait faire des benchmarks sur à peu près tout, parce que si vous voulez calculer le temps, ça va pas donner les mêmes résultats que si vous voulez apprendre à parler une langue ou ce genre de choses à un ordinateur. Donc voilà, c'est un benchmark. Ça veut pas dire que c'est the benchmark et que ça vous montre à quel point qui est le leader ou qui ne l'est pas. Ça vous donne une data qui vaut ce qu'elle vaut. Ce qui est intéressant vraiment pour moi dans cette data, c'est vraiment de vous expliquer la différence. C'est pour ça que j'ai fait un titre un peu abusif, mais ça vous permet de comprendre que les IA vont beaucoup plus vite que la loi de Moore. Pourquoi ? Parce qu'on fait un bond gigantesque sur l'architecture et sur le software qu'il y a derrière. Et généralement, quand vous avez une architecture, vous avez toujours des pertes. D'accord ? C'est les problèmes que vous avez dans le quantique, c'est le problème que vous avez dans beaucoup de choses dans l'informatique, vous avez des pertes. C'est comme sur un pipeline d'ailleurs, un pipeline de pétrole, généralement vous avez toujours des pertes. Votre canalisation d'eau, vous avez des pertes. Bah, plus l'architecture du software va être performante, plus vous allez limiter cette perte et plus forcément vous allez gagner. Et vous voyez bien que on gagne de façon très très importante. Sachant que sur le meilleur, c'est-à-dire sur ResNet, d'accord, qui est le bleu, vous avez un gain qui est bien meilleur. Vous voyez, bon, ça c'est des différentes typologies de manière de calculer et de travail qu'on a donné à ces IA, donc c'est des choses un peu différentes. Mais ça vous montre que dans l'informatique, il n'y a pas qu'une question de transistor, mais il y a vraiment aussi une question de tout ce qu'on met derrière. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a vraiment des nouvelles choses considérables qui sont nées ces dernières années et qui sont absolument magnifiques. Moi, par exemple, j'ai vu tourner Gotham de Palantir. Je peux vous dire que quand on met Gotham de Palantir quelque part, ça change la vie. Ça permet de discuter avec quasiment toutes les datas de l'entreprise. Ça vous permet de savoir beaucoup de choses. Alors, c'est long à mettre en place, c'est compliqué et tout. Mais il faut vous dire que pendant très longtemps, et quand je vous dis très longtemps, c'est quasiment depuis que l'humanité existe, le seul moyen qu'on avait de savoir comment une entreprise allait, et quand on était un manager et qu'on gérait une entreprise comme Coca-Cola, c'était quoi ? Pendant un temps, c'était d'envoyer une lettre et d'attendre la réponse. Ça pouvait mettre des mois. Après, on a créé tout ce qui est le télégramme, ce genre de choses. Bon, ok. Après, on a créé le téléphone. C'était encore plus rapide. On a créé le mail. Après, on a créé le chat.
D'accord? Donc on envoie directement sur Messenger à son directeur de l'autre bout du monde comment vont. Et là maintenant en fait ce que vous allez trouver dans les 10 prochaines années, c'est même plus le besoin du top manager d'aller demander comment ça va. Mais juste le fait que sur son écran, il va pouvoir avoir toutes les données de vente d'absolument ses filiales et il va pouvoir comprendre visuellement très rapidement ce qui marche pas. Après, est-ce qu'il arrivera à comprendre pourquoi ça marche pas, c'est encore autre chose. Le logiciel, il fera jamais tout. Vous avez quand même besoin d'un humain derrière qui comprend et qui est capable d'articuler justement ces différents outils. Mais par contre, ça vous montre vraiment en moins de 100 ans l'innovation qu'il y a eu. On est parti de la lettre et on arrive à un truc où on n'a même plus besoin de demander à nos directeurs de filiales comment ça va dans la filiale. C'est quand même le bond est gigantesque. Donc voilà, Donc dans ce benchmark donc, de ML, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Vous avez le premier cloud qui rentre, c'est-à-dire que Microsoft a fait travailler Azure. C'est le seul opérateur cloud qui a pushé des données à MLPerf. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous montre, et ça c'est quelque chose qu'on voit depuis quelques temps chez Microsoft, c'est une volonté sur Azure d'aller toujours dans des choses de plus en plus complexes. Et vraiment de surinnover pour essayer sur les prochains cycles de passer devant AWS. Et ça vous montre toujours ce que je vous explique. C'est-à-dire que, en fait, AWS, ils étaient là avant, ils avaient beaucoup d'avance. Microsoft a mis beaucoup d'argent sur Azure. Microsoft, maintenant, pousse avec beaucoup de R&D. Et en fait, ça va obliger AWS à investir encore plus dans la deep tech et dans la R&D pour rattraper justement sur plein de facteurs, sur plein de secteurs nouveaux, que ça soit le quantique ou que ça soit là les IA qu'on a en mode cloud. Bah c'est vrai que vous avez quand même une capacité chez Microsoft d'être un peu en avance par rapport à AWS. Et donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles Amazon va devoir travailler et ça vous montre à quel point le leader peut perdre le lead et celui qui était deuxième ou troisième peut passer leader. Et ça, c'est très très rapide. Et donc, ça vous oblige à chaque fois que vous avez, même si un quasi-monopole, on va dire, à toujours innover. Et ça, c'est ce que je vous explique, qui est magnifique dans le monde de maintenant. C'est que dans l'ancien monde, vous vous appeliez AWS, vous aviez les entrepôts les plus grands avec le plus de serveurs. Personne ou presque pouvait vous concurrencer. Vous disiez, le niveau de CAPEX, c'est ça, et les autres y suivaient. Maintenant, vous avez Microsoft qui vous concurrence dans certains nouveaux marchés, vous êtes obligé d'augmenter très fortement vos capex pour arriver à son niveau. Sinon, il va vous prendre de la part de marché. Et ça, c'est des choses qui n'existaient pas dans les monopoles et les oligopoles passés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. On en parle assez souvent dans l'hebdo, mais je pense que c'est quelque chose d'important parce que trop souvent, je l'entends, le monopole casse l'innovation, ce genre de choses. C'est pas forcément vrai. Ça dépend vraiment du marché et de la structuration de ce marché. Et ce qu'on voit dans l'univers vraiment de la deep tech et des grands GAFAM, c'est que sur certaines typologies de technologie, ça casse pas du tout l'innovation. Après, ce qui est intéressant, c'est que ce que nous dit Nvidia. C'est-à-dire que en utilisant les A100 GPU, d'accord, les performances en 18 mois, elles ont été augmentées de 5 fois. Et les performances depuis le début du benchmark MLPerf, elles ont été augmentées 20 fois. Ça vous montre la vitesse à laquelle ça va. Et ça va de plus en plus vite. Et toute cette capacité de calculer, d'accord, ça peut vous paraître abstrait. Mais c'est tout ce qui va servir au monde de demain. C'est-à-dire, si vous voulez des véhicules autonomes, il faut avoir une capacité de calculer très rapidement. C'est-à-dire, vous pouvez acheter Navia, Tesla, ce genre de choses. Mais ce qui fait la base de ces véhicules, c'est l'intelligence qu'il y a derrière. Et l'intelligence qu'il y a derrière, c'est une capacité de calcul. Et il faut qu'elle soit miniaturisée, qu'elle prenne pas beaucoup d'énergie, qu'elle ait un risque de s'éteindre qui soit très limité. Enfin, il faut énormément de choses. D'accord ? Donc, c'est vraiment très très intéressant. Bon, alors après, ces IA-là, qui augmentent leur performance, ça vous montre aussi l'univers de l'IA, à quelle vitesse les IA progressent. Alors après, on pourrait aller beaucoup plus loin en vous disant que maintenant on commence à avoir des IA quantiques, c'est des choses qui arrivent et qui vont commencer à arriver dans les 5 prochaines années. Donc ça vous montre, on est dans une phase
d'hyperscaling de capacité de puissance des IA classiques, sachant qu'on ne sait pas vraiment encore utiliser à plein leur puissance et appliquer cette puissance. Et déjà, on est en train de créer des IA quantiques qui seront le niveau au-dessus des IA de maintenant. Ça vous montre vraiment à quelle vitesse ça va. Et des fois, est-ce qu'on utilisera les IA classiques ou est-ce qu'on ne passera pas directement aux IA quantiques? Je ne peux pas vous le dire, mais c'est possible. De plus en plus, dans l'informatique et dans les technologies, on saute des innovations. C'est-à-dire qu'il y a une innovation qui a mis un peu trop de temps, qui a enclenché l'innovation d'après parce que les gens se sont dit celle-là je vais la rater donc je vais aller sur celle d'après. Et en fait, ils ont tellement surinvesti sur celle d'après qu'ils ont réduit le temps et que du coup, celle qui est en dessous, elle n'a pas le temps d'émerger. Alors, c'est catastrophique pour ceux qui ont investi que dans celle d'en dessous, mais ça vous montre la vitesse à laquelle ça va. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et je pense qu'en tant qu'investisseur, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Parce que, voilà, c'est vraiment important. On n'en parle pas assez quand on est dans les marchés. Enfin, combien de fois je vois des gens vous mettre des courbes sur l'électricité qui est consommée par rapport au PIB. C'est bien, ok. Mais personne vous met la puissance de calcul qui est consommée par rapport au PIB. Or, maintenant, la puissance de calcul, c'est quelque chose d'aussi important que l'électricité ou le pétrole. C'est exactement la même chose, c'est une matière de base. Et plus vous en avez, comme l'électricité, plus on a d'électricité, plus on peut faire de choses, plus on a de puissance de calcul, plus on fait de choses. Et là, ça vous montre que vraiment, pour avoir cette puissance de calcul, c'est pas qu'une question de loi de Moore et de nombre de transistors. C'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Et toute cette architecture qu'il y a, et c'est pourquoi Nvidia veut racheter ARM, mais on en reparlera un peu après, toute cette architecture des processeurs des ordinateurs, c'est un nouveau domaine dans lequel on commence à peine à travailler efficacement, on va dire. C'est-à-dire, il y a 15 ans, ça existait quasiment pas. Donc c'est vraiment le nouveau du nouveau. Donc voilà, c'est encore un truc positif. Voilà, qui est vraiment, on vous en parle assez peu. Je pense que vous avez pour la plupart jamais entendu parler de ce barème MLPerf. Je vous invite à aller voir sur internet, c'est intéressant, hein. Vous voyez un peu les différentes, j'ai pas mis le barème en entier, mais vous allez voir qui est le meilleur, qui est le moins bon, ce genre de choses. Vous avez assez peu de Chinois, ça veut vous quand même dire quelque chose. Alors bon, vous avez des Chinois qui décident de pas envoyer leurs données parce qu'ils veulent pas que les autres comprennent où ils sont. Vous en avez quelques-uns qui en envoient. Les meilleurs quand même, qui sont Baidu, qui sont les plus en avance là-dessus, ils envoient leurs données. Et donc vous pouvez comparer un peu avec ce que font les Américains, ce genre de choses. Et après, vous voyez que la donnée ne fait pas la capacité de l'IA parce que en ce moment, les meilleurs, si on peut dire que c'est les meilleurs, parce que MLPerf, c'est vraiment un bout de la lorgnette, c'est Microsoft. Et pourtant, les IA de Microsoft, on vous en parle beaucoup moins que les IA de Google avec AlphaGo et tout ça. Donc ça vous montre que c'est vraiment le début. Alors après, Google a su faire plus de buzz sur ces IA. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont meilleures que celles de Microsoft? Je pense qu'elles sont un peu plus globales et capables de travailler sur beaucoup plus de choses parce qu'ils ont un peu plus d'expérience encore et ce genre de choses. Après, je pense que Microsoft a fait un énorme travail sous Satya Nadella et que les gens n'imaginent pas la puissance à l'heure actuelle d'une société comme Microsoft. C'est-à-dire quand vous comparez aux autres GAFAM, vous êtes vraiment sur quelque chose qui est exceptionnel. Je pense qu'on ne peut pas avoir un GAFAM qui a la compétence et la diversité qu'a à l'heure actuelle Microsoft. Le numéro 2, c'est une caméra de la taille d'un grain de riz. Donc là, vous avez la taille à peu près de la caméra. D'accord, donc ça c'est des chercheurs de l'université de Princeton et de Washington qui ont créé une caméra miniature qui permet de capter en 720 par 720. D'accord, donc c'est encore assez faible. D'accord, c'est vraiment assez faible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette caméra, en fait, c'est une surface sur laquelle vous avez tout qui est intégré et qui va capter des images. Mais vous avez absolument tout qui est là-dedans. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, par exemple, cette surface, on pourrait la mettre directement sur votre smartphone et vous n'aurez plus besoin de caméra derrière. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre l'exemple, j'ai mon smartphone là, vous voyez, j'ai le dernier modèle, d'accord, j'ai les petites caméras là. Je vais m'approcher, vous voyez, il y a les petites caméras là. Et bien ça veut dire qu'avec leur technologie, on peut avoir une face lisse et les caméras où on veut. Et potentiellement les bouger, ce genre de choses. Donc vous voyez que c'est des choses qui sont très très importantes parce que par exemple,
quelque chose qui pourrait être très très intéressant pour eux, c'est d'aller utiliser leur technologie pour la mettre sur la carrosserie de la voiture et donc avoir un nombre de points d'arrivée de l'image qui soit considérable. Alors pour le moment, c'est limité parce qu'on va le voir juste après. Ça, c'est ce que vous voyez avant avec les plus petites caméras. Ça, c'est ce que maintenant, eux, ils arrivent à faire. Donc c'est encore pas tout à fait net. Vous n'avez pas la capacité de construire une voiture autonome avec ce genre de technologie, c'est clair. Mais ça, c'est ce qu'on avait en 2018. Ça, c'est ce qu'on a en 2021. D'accord ? Donc, si vous voulez, la montée, elle a été considérable. Et vous pouvez vous dire que peut-être, dans 5, 6, 7 ans, vous aurez quelque chose d'ultra net. Et donc, vous aurez une capacité sur absolument tous les supports, avec leur technologie, d'ajouter une capacité à ce support de voir les choses. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Parce que la vision et donner la vision à des objets, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. La voiture, elle en a besoin, mais plein d'autres choses en ont besoin. C'est-à-dire, vous voulez faire un robot qui vous livre, les courses ou ce genre de choses, bah une des problématiques, c'est qu'il faut que vous ameniez cette capacité de voir. Voilà, mais absolument tout. Et vous aurez des capacités d'améliorer énormément de choses. On a parlé des smartphones parce que je pense que ça parle à tout le monde si on enlève les petites caméras qu'on a derrière et qu'on aura juste un truc lisse, mais que ça fera comme si on avait des caméras. Mais bon, on peut l'exploiter sur un nombre de choses excessivement important. Vous pouvez l'exploiter sur les avions en les mettant sur les carlingues des avions et du coup vous avez des capacités à voir ce qui se passe, ce genre de choses qui sont plus importantes. C'est le début, mais ça vous montre encore une fois comment une technologie qui en est encore à ses débuts, elle avance très vite et le fait qu'elle peut avoir un impact dans notre futur qui est considérable. Hein. Vraiment, c'est très très important. Après, on a ça. Alors ça, c'est nouveau. C'est un robot faucon. Alors là, ce que je veux que vous voyez, parce que le robot faucon en tant que tel, sauf si vous êtes un militaire et que ça vous intéresse ces petits drones qui font un peu comme dans la nature et qui vous permettent d'aller exploiter et d'aller voir chez les autres sans être reconnus, ce qui est intéressant pour nous là en tant qu'investisseurs et même en tant qu'humains, c'est vraiment la capacité de s'accrocher à la branche comme un faucon. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué pour les robots. Plein de fois, je vous en ai parlé, je vous ai dit que les robots, ils avaient du mal à avoir une stabilité, ce genre de choses. Et ce qui était impressionnant, par exemple, chez Boston Dynamics, c'est justement cette capacité d'accélération, de décélération des robots et d'équilibre. Et que c'était le premier niveau d'un robot qui peut faire beaucoup de choses. Parce que déjà, il faut faire en sorte que vous puissiez marcher droit et efficacement. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas créer tout le reste. C'est-à-dire que pour le moment, les robots de Boston Dynamics, ils sont un peu sans âme. C'est-à-dire qu'ils savent marcher, ils savent courir, ils savent porter des choses, mais ils ne savent pas vraiment faire grand-chose d'autre. Ou alors il faut leur apprendre, et puis c'est pas une entreprise qui va leur apprendre. Donc c'est pas lui qui va faire le ménage chez vous, et qui va être capable de faire le ménage dans tous les appartements, quelle que soit leur configuration. Mais c'est le début. C'est-à-dire on commence sur ces aspects vraiment de stabilité, de typologie, d'accroche, de ce genre de choses, et après on ira un peu plus loin. Donc là, on va le voir. Je vais vous montrer, il y a la petite vidéo. Hop là. Et donc, vous voyez que vous avez exactement la même accroche que l'oiseau. Et ça, c'est assez impressionnant. Et ça permet de faire énormément de choses. Déjà, ça vous permet de faire des choses sur des typologies de drones qui seraient beaucoup plus stables, donc ont capacité de rester beaucoup plus. Par exemple, il y a des gens qui vous disent que ça serait des choses qui sont intéressantes pour des drones pour voir quand il y a des incendies ou ce genre de choses. Parce qu'un drone, c'est limité. Là, le fait que ça reste sur la branche, ça consomme assez peu d'énergie. Donc, vous pouvez en déployer un certain nombre dans une forêt sans déranger vraiment les oiseaux parce que c'est assez proche d'un oiseau. Et en fait, vous allez après avoir des drones qui vont bouger petit à petit, qui vont s'accrocher aux arbres et ça peut vous remonter en temps réel quand il y a un incendie qui débute, ce genre de choses. Alors les exploitations, comme à chaque fois qu'on a une technologie, il y en a énormément, on va pas toutes les citer, mais ça vous montre vraiment le talent. Et donc là vous voyez, il y a une stabilité. C'est-à-dire que ça bouge un peu plus que l'oiseau, si on repasse, là vous voyez, l'oiseau il s'arrête de bouger là, et vous avez un petit à-coup sur le robot. Alors l'oiseau il remonte un petit peu la patte, mais
c'est moins léger que le robot. Le robot, il y a vraiment un à-coup, donc ça vous montre qu'il y a encore un peu des efforts à faire, mais c'est vraiment considérable. Et ça, c'est des choses qu'on ne savait pas faire il y a 10 ans. Hein. Même il y a 5 ans, ça n'existait pas. Hein. Ça, on ne savait pas faire ce genre de choses. Donc ça vous montre que vraiment, absolument surtout, on va de plus en plus loin. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines, un peu plus, 4 semaines qu'on fait l'hebdo de l'innovation. Je pense que toutes les semaines, vous avez appris des choses et que toutes les semaines, on a parlé de techno vraiment très poussées, qui ont des capacités de révolutionner certains pans de nos vies, et toutes les semaines c'est des nouveaux. On n'est pas toutes les semaines en train de parler de la même chose. Donc ça vous montre quand même la vitesse de l'innovation. On continue. Dans l'innovation cette semaine, qu'est-ce qu'on a aussi? On a United Airlines qui a réalisé le premier vol en utilisant 100% de SAF, donc c'est du Sustainable Aviation Fuel, donc c'est du fuel recyclé, ce genre de choses. Là c'était à base de canne à sucre. Hein. Donc ça émet 80% de carbone en moins d'après Virent INC. Donc pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je vous avais montré la courbe du coût carbone par passager. Et je vous avais montré qu'on était parti de assez haut, quasiment là, et qu'on était quasiment tout en bas. Bah dites-vous qu'on est quasiment tout en bas, mais si on utilisait cette technologie pour tous les vols, on diviserait encore de manière de plus de 2 la consommation, le coût carbone de nos vols. Donc on était déjà passé de là à on était là et on voyait quasiment plus quand on perdait en carbone, parce que la courbe était trop plate, arrivé à ce niveau-là. Et donc si on zoomait maintenant, on a une capacité d'être ici et de passer ici, juste avec cette technologie. Donc ça vous montre vraiment les bonds géants qu'on est en train de faire, les bonds géants qu'on fait sur baisser le carbone. Alors après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, si vous allez voir les écolos à la présidentielle, là, ils vont vous parler de ce qu'on produit en carbone cette année. Alors forcément, vous n'allez pas faire voler demain tous les avions de la planète avec du SAF. C'est pas possible. Mais ça vous montre une chose, c'est des choses qui nous paraissaient pas possibles. Parce que la plupart des gens dans l'aviation vous disaient une aviation propre avant 2050, c'est pas possible. On est en train d'y arriver à pas de géant. Et on est en 2021. Enfin, bientôt 2022. Donc ça nous laisse encore 28 ans. Et si on regarde ce qu'on fait en 20 ans, à mon avis, l'aviation propre, on y sera bien avant 2050. Hein. Bien avant. Vous avez autre chose, vous avez aussi Microsoft qui avance dans le stockage de l'ADN avec l'Université de Washington. Donc pour ça, je ne vais pas vous faire un truc... j'ai pas fait un sujet détaillé, même si on pourrait faire un sujet détaillé, parce que c'est très très intéressant. Pourquoi on ne fait pas un sujet détaillé? Juste parce que Microsoft est un pionnier là-dessus. C'est vraiment la société la plus en amont dans le stockage sur ADN. Par contre, vous avez une problématique qui est excessivement importante dans le stockage par ADN. C'est la stabilité, d'accord? Donc ça, c'est déjà un gros problème. Et l'autre problème, c'est le coût. Parce que quelques mégabits vous coûtent des milliers de dollars. Donc vous n'avez pas de capacité d'utilisation en production, si vous voulez. Et ce qui nous intéresse, c'est quand même des technologies qui... on commence à avancer vers la production ou qui ont le potentiel de révolutionner les choses. Après, attention, hein, parce qu'il y a quelques années, il y a 10 ans, quand on regardait un steak produit en laboratoire, ça valait plus de 1 million de dollars et c'était des tout petits steaks, hein, comme ça. Et maintenant, des steaks créés en laboratoire, ça vaut quasiment le prix du steak premier prix de chez Carouf. Donc le coût peut baisser drastiquement très très rapidement. Donc ça c'est aussi intéressant parce que ça veut dire que si un jour Microsoft arrive à industrialiser ça et à tirer parti de son avance là-dessus, bah, ça veut dire que sur le stockage dans le cloud, ils auront des capacités d'utiliser ça. Et s'ils font ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, là où Azure est encore beaucoup moins intéressant qu'AWS, c'est quand vous voulez juste stocker vraiment une quantité importante d'informations et que tout ce qui vous intéresse, c'est juste de la stocker et de l'avoir accessible de manière assez rapide, mais pas le plus rapide possible. AWS est plus intéressant qu'Azure. Et demain, si on passait sur de l'ADN et du stockage par ADN, ça pourrait permettre à Microsoft de devenir beaucoup plus compétitif et même de passer devant AWS. Donc ça vous montre vraiment toujours la vision que vous devez avoir. C'est-à-dire si je vous parle du marché du cloud à l'heure actuelle et que je vais voir quelqu'un qui connaît le marché du cloud, les 3/4 vont pas me dire dans 30 ans, l'avenir c'est de savoir est-ce que Microsoft va réussir à faire le stockage sur ADN et du coup ils vont casser les prix face à AWS. Pourtant, c'est ça qui va driver le marché. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'investisseur, il faut s'y intéresser parce que quand vous achetez de l'Amazon, vous achetez aussi une partie d'AWS
qui fait une grosse partie de la rentabilité de la structure et il faut comprendre jusqu'où ça va, il faut comprendre les risques. Et ça, c'est un risque. Alors après, la matérialisation de ce risque, elle est difficile. Mais plus vous allez comprendre ces technologies en amont, plus vous allez les suivre dans le temps, plus vous avez une capacité d'intervenir dans le marché avec les bonnes informations, avant que le marché vous les donne. Parce que le jour où Bloomberg vous titre Microsoft lance son premier service sur de l'ADN pour stocker de la donnée et c'est 50 fois moins cher que AWS, c'est trop tard, hein. Le marché il a réagi, Microsoft elle a pris, les insiders ils ont acheté avant et vous êtes voilà. Donc il faut toujours aller sourcer l'information sur des petites choses, ce genre de choses. Donc moi je vous conseille par exemple des choses qui sont très très intéressantes si l'innovation vous plaît, c'est d'aller dans toutes les revues des universités. Vous avez beaucoup d'universités qui éditent leurs propres revues, qu'elles soient académiques ou qu'elles soient grand public. Vous avez par exemple, si vous aimez le RH ou ce genre de choses, vous avez la Harvard Business Review qui est très connue, mais vous en avez beaucoup pour plein de choses. Vous avez des revues qui sont spécialisées dans le quantique, ce genre de choses. Bon, bah ça vaut le coup d'aller sur leur site internet. La plupart de ces revues, maintenant, elles essayent un peu de faire de l'éducatif. Et du coup, ça vous permet d'avoir une vision un peu avancée de l'avenir de ce genre de choses. Après, vous avez un groupe de chercheurs de Harvard et de Cambridge qui ont trouvé un nouvel état de la matière. Alors là, c'est pareil. Commencez pas à me dire c'est pas tout à fait ça et tout. J'ai grandement schématisé. La vérité, c'est que en utilisant un ordinateur quantique, ils ont réussi à prouver un nouvel état de la matière. Et c'était quelque chose qu'on avait théorisé pendant longtemps, mais qu'on n'avait jamais réussi à prouver dans une véritable expérience. Ils ont réussi à le faire. C'est un groupe qui travaille entre Harvard, Cambridge et aussi avec une équipe à Paris. Ils avaient fait des choses à Paris juste avant. Donc c'est vraiment voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Après, voilà, la transition dans l'économie et dans le monde réel, c'est quelque chose qui va prendre des années et des années. Mais ça vous montre à quel point, justement, dans cette recherche fondamentale, là aussi, on innove de plus en plus. Et trop souvent, et moi je l'ai entendu, des fois, je suis avec Estrosi ou ce genre de choses, et j'entends des gens qui me disent « mais on n'investit pas assez dans la recherche fondamentale. Et la planète, elle ne fait pas assez dans la recherche fondamentale et on est trop dans les recherches périphériques, donc comment designer une application pour que les jeunes ils aiment aller dessus ou ce genre de choses, enfin pas des recherches de type deep tech très... Mais ça c'est faux. C'est faux, on n'a jamais autant cherché fondamentalement que maintenant. Et on n'a jamais autant eu de concurrence dans la recherche fondamentale que maintenant. Voilà, donc après, qu'on dise qu'en France, on ne fait pas assez de recherche fondamentale, ça se discute. Je pense que le problème de la France n'est pas forcément le nombre de chercheurs en recherche fondamentale qu'on a, mais c'est notre capacité à faire des expériences. Et des expériences, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire que quand vous faites des recherches fondamentales, que vous faites des bouquins, que vous théorisez des choses, si après vous n'arrivez pas à les prouver, bah, entre guillemets, votre recherche, elle a assez peu d'impact. Mais quand on regarde, on a eu beaucoup de médailles Fields. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de médailles Fields? Parce qu'en mathématiques, le fait de faire un test, de prouver ce qu'on a développé, ça demande généralement des moyens financiers qui sont contraints, d'accord? Qui sont pas immenses. Pardon, j'ai un peu des allergies. Qui sont pas immenses. Par contre, vous faites de la physique fondamentale, prouver des choses, ça va vous demander énormément d'argent. Voilà, c'est vraiment parce que le test n'est pas la même chose. Donc je pense qu'en France, pour être souvent dans les universités, ce qui manque, c'est vraiment cette politique de capacité d'envoyer, de faire du test et d'aller sur la brique au-dessus de la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas recherche fondamentale et puis produit qu'on envoie sur le marché, mais c'est recherche fondamentale, on fait des tests, après on fait un proof of concept, après on fait un produit, puis voilà. Mais votre chaîne, elle est très très longue. Mais en recherche fondamentale pure, je pense qu'on n'a jamais autant recherché que maintenant. Hop là. Donc, je vais boire un petit coup et après on fait la partie gaming et puis vos questions, on les fera à la fin. Allez, let's go.
Donc, c'est parti pour l'hebdo gaming. Enfin, une bonne année pour Microsoft. Voilà. Donc là, on a les ventes. Donc, ça finit le 27 novembre. Donc, vous avez le Black Friday et tout. Voilà. Ce qui est intéressant, parce que là, vous pourriez me dire, oh Arthur, ça explose par rapport à la semaine dernière. C'est génial. Bah, en fait, non. Parce que tout le monde est en baisse par rapport à l'année d'avant. C'est-à-dire qu'en gros, la Switch vend 60 000 exemplaires de moins que l'année dernière, la Xbox à peu près 50 000, et la PS5, pareil, 50 000 je crois, un peu plus peut-être, un truc comme ça. Donc ça vous montre que, bon, ils ont réussi à avoir un peu des stocks pour Noël, encore heureux, parce que sinon il y aurait beaucoup d'enfants qui auraient pleuré, mais c'est toujours très tendu, hein, très tendu, hein. Et vous voyez que c'est tendu aussi pour la Switch. Je vous l'avais dit dans les précédents rapports, en vous disant que effectivement Nintendo communiquait sur le fait que ça devenait tendu aussi pour eux. Et bah ça, on le voit là. C'est-à-dire que le fait qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils avaient fait l'année dernière avec leur nouvelle version de la Switch, bah c'est quand même un peu dommage. Mais c'est parce que effectivement ils n'ont pas la capacité d'avoir l'offre qui matche à la demande. Donc comme je vous l'ai dit, c'est dérangeant. Ça déstructure le cycle du gaming, c'est-à-dire que ça allonge certains cycles et ça en raccourcit d'autres. Donc ça, il faut le comprendre quand on évolue dans le monde du gaming. Et ça, je pense que c'est ce qui a fait peur à beaucoup d'investisseurs à l'heure actuelle dans le gaming. C'est-à-dire que comme ça a un peu allongé le cycle de production des jeux, parce que vous avez beaucoup de studios qui sont partis sur les nouvelles consoles et qui disent on veut vendre quand le parc sera installé, donc on attend. Et on préfère mettre un peu plus de temps dans les jeux, les peaufiner et attendre un peu. Et puis vous avez ceux qui disent, en fait on va sortir un truc qui est un peu mieux sur les nouvelles consoles, mais qui marche aussi sur les anciennes. Mais du coup, là où effectivement Wall Street avait un peu dit, ce qui va se passer avec la sortie des nouvelles générations, c'est qu'on va relever un peu le prix. Donc on va passer de 50-60 € à 60-80 par exemple. Et donc on va gagner 10 $ par jeu sur certaines franchises. Ça va mettre plus de temps à se développer. Après, est-ce que c'est catastrophique pour nous ? À mon avis, je pense pas. Parce que justement, tous les gens qui veulent une console, ils vont la vouloir encore plus après. Donc ça allonge le cycle, va y avoir moins de promotions, va y avoir moins de choses comme ça, mais je pense que à la fin, on sera sur un cycle et sur un nombre de consoles qui seront à peu près le même que si on n'avait pas eu la crise. Bon, la question, c'est que ça va mettre un peu plus de temps. Est-ce que c'est cataclysmique pour le secteur du jeu vidéo ? Pas du tout. Microsoft, enfin la bonne année en 2022. Donc depuis longtemps, j'entends parler du fait que Microsoft dans le gaming, c'est un échec. Ils n'arrivent pas à avoir le côté ultra casual et marque très connue qu'a Nintendo comme peut l'être Disney aux États-Unis, et ils n'arrivent pas à avoir la place de numéro 1 comme la Sony depuis un certain temps. Je pense que 2022, ça va vous montrer vraiment le pivot sur cette business unit du gaming chez Microsoft. Pourquoi ? Parce qu'après avoir sorti une console où il n'y avait rien, se le cachons pas, c'est-à-dire à la sortie de la Xbox, il n'y avait pas grand-chose, hein. C'était peau de chagrin. Il n'y avait pas grand-chose à la sortie de la PS5, mais il y avait déjà beaucoup plus qu'à la sortie de la Xbox. C'est-à-dire que pas beaucoup plus que rien, c'est 1 ou 2. Donc c'est facile. Donc voilà. Mais 2022, il va vraiment y avoir de la nouveauté. Vous avez le nouveau Halo qui est vraiment le blockbuster de la console qui sort ce soir. Donc c'est vraiment le truc qui va pousser la console. Et après, vous avez énormément de jeux qui vont arriver en 2022. Vous avez 2022, 2023, 2024. Vous avez tout le pool des exclusivités qui ont été développées par les studios de Microsoft qu'ils ont rachetés ces 5 dernières années, qui vont commencer à entrer dans le catalogue du Game Pass, sur les ventes de la console et ce genre de choses. Donc je pense que vraiment là, on entre dans le nouveau cycle de Microsoft. Et d'ailleurs, le dernier mouvement de PlayStation, qui va regrouper le PlayStation Plus et le PlayStation Now, le PlayStation Now était un peu ce qui devait concurrencer le Game Pass, et finalement le PlayStation Now, ils ont conquis que 2,2 millions d'abonnés, alors que sur le Game Pass on est au-delà des 15 millions, donc ça vous montre vraiment la différence. Et donc la question c'est, est-ce que là, sur 2022-2023, ça va pas être le moment où Microsoft va vraiment mettre la différence clé entre ceux qui essayent de le suivre dans le gaming et lui qui est numéro 1.
Et est-ce qu'ils vont pas devenir le Netflix du jeu vidéo et vraiment mettre la distance qu'il faut? Et une fois que vous avez cette distance, c'est assez compliqué de vous rattraper. On avait déjà montré, pour ceux qui sont abonnés, on a montré le différentiel de croissance de Spotify et d'Apple Music en montrant que la création de valeur dans Spotify elle est plus rapide que la création de valeur dans Apple Music. Même si Apple Music a eu un départ canon, ce qui est une très bonne chose pour Apple. Mais ces derniers trimestres, la création de valeur n'est pas la même. Et pourquoi ça? Parce que c'est très facile pour quelqu'un comme Apple, comme Disney, de lancer un service et d'aller à 100 millions d'abonnés, ce qui est déjà exceptionnel. Mais quand vous voulez atteindre 500 millions, ce genre de choses, il faut vraiment que vous ayez une proposition de valeur et que vous soyez le service que les gens veulent acheter quand ils pensent à ça. Et quand vous pensez streaming vidéo, il y en a encore beaucoup qui pensent plus à Netflix qu'à Disney+. Alors après, est-ce que ça va être le cas encore dans 10-15 ans? C'est un autre débat. Mais je pense que la différence, c'est que vraiment, à l'heure actuelle dans le gaming, quand vous pensez abonnement, ce genre de choses, vous avez Microsoft qui est vraiment tout là-haut et vous avez les autres qui sont vraiment très bas. Et je pense que, à part, il y a avant le lancement d'Apple Music, dans la musique, et avant le lancement, avant que Amazon pousse vraiment Amazon Music, dans l'univers de la musique, c'était un peu le cas, avec Spotify qui était tout là-haut, et Tidal et Deezer qui étaient beaucoup en dessous, sauf que la différence, c'est que assez rapidement, vous avez Apple et Amazon qui se sont mis. La différence clé qu'il va y avoir là dans le gaming, c'est qu'entre guillemets, Apple, ils ont rien, ou pas grand chose. Amazon, ils n'ont pas encore grand chose, même s'ils sont en train de construire. Google, ils ont raté. Donc la problématique que vous avez, c'est que les mastodontes qui ont une capacité de payer et d'investir dans un marché pendant très très longtemps, pendant 10-15 ans, et c'est ce qu'il faut quand vous voulez créer un oligopole ou un monopole, parce que vous ne pouvez pas créer un monopole en 5 ans. C'est un investissement considérable. Donc je pense vraiment que là, à partir de 2022, c'est le moment où la valeur dans le gaming va se retrouver chez Microsoft. Et pendant longtemps, ça a été le boulet au pied de Microsoft. Et à mon avis, là, ça va devenir quelque chose qui crée énormément de valeur. Et si vous vous dites que ça peut devenir Netflix, regardez un peu la valorisation d'un Netflix, regardez la valorisation du pôle gaming dans Microsoft, et regardez un peu que vaudrait Microsoft si on valorisait son gaming un peu comme on valorise Netflix. Et d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé, mais une partie du salaire des top cadres de Microsoft, il est assis sur le nombre d'abonnés au Game Pass. Donc il faut absolument qu'ils aient des abonnés au Game Pass. Sinon, Satya Nadella et les autres carottent pour le bonus. Et vous savez bien qu'un management, quand vous voulez qu'il réussisse des choses, la meilleure chose, c'est la carotte. Carotte, bâton. Ça marche très bien. Il faut des bons actionnaires pour bien manier la carotte et le bâton, parce que sinon, vous risquez d'avoir quelqu'un qui veut une carotte comme ça et pas de bâton, et qui peut... voilà. Mais si vous êtes avec des actionnaires autour qui font attention, vous avez une capacité de manier la carotte et le bâton qui vous permet, entre guillemets, de faire bouger une structure comme celle de Microsoft assez rapidement. Donc après, justement, on va en parler. C'est le rachat d'armes qui se complique pour Nvidia. Alors pourquoi ça se complique? Parce que je vous en ai déjà parlé. Je vous avais dit que Microsoft et les autres avaient râlé. Pourquoi? Parce que c'est un designer de puces, ARM. Et je vous avais dit que tous ceux qui construisent des puces, d'accord, donc Apple, ce genre de choses, ils font appel à eux. Et du coup, maintenant, Nvidia va avoir le design de ses puces, va avoir la réflexion de ces gens-là. Et donc, il peut adapter ses produits à l'avance et, entre guillemets, avoir des infos d'insider. Et je pense que c'était un peu ce que SoftBank voulait avec Nvidia, c'était de se dire que en fusionnant ARM et Nvidia, ils avaient la capacité de beaucoup mieux comprendre le marché des puces et, entre guillemets, d'aller dans l'innovation un peu plus vite que les autres. Donc la FTC américaine qui gère les opérations de fusion va attaquer le rachat d'armes par Nvidia. Ça commence à se compliquer très sérieusement pour Nvidia. Pourquoi? Parce que vous avez la même problématique en Angleterre, vous commencez à avoir la même problématique en Europe. Ça devient très compliqué. Ou alors il va falloir faire des grandes sessions, ce genre de choses. Mais à mon avis, ça reste quand même très très compliqué. Et ça vous montre à quel point, du coup, dans un métier, c'est difficile maintenant d'aller acquérir l'amont et l'aval. Je vous l'ai expliqué. Dans l'univers,
quand on veut grossièrement développer une entreprise, soit vous êtes là au milieu, on va prendre un exemple qu'on connaît tous, les lunettes, vous faites des verres, vous appelez Silor, soit vous allez en amont, donc les matières premières que vous utilisez dans vos verres, donc les créateurs de ces matières, vous les rachetez, les créateurs des machines que vous utilisez pour faire vos verres, vous les rachetez, soit vous allez en aval, vous rachetez les opticiens, d'accord ? Soit vous allez sur un marché parallèle, donc vous allez acheter des gens qui font des montures, et vous allez proposer à vos opticiens monture plus verre, ce genre de choses. Donc vous avez l'horizontal et le vertical, d'accord ? Enfin l'horizontal, vertical. Et je vous le dis depuis un certain temps, maintenant pour certaines entreprises, ça devient compliqué de se développer, que ça soit à l'horizontal ou au vertical. Pour certaines entreprises, c'est plus facile à l'horizontal et pas encore au vertical. Ça dépend un peu de votre société. Quand vous appelez Amazon, c'est compliqué au vertical et à l'horizontal. Parce que dès que vous avez dans un secteur, on vous dit vous êtes tellement puissant, tellement fort, que vous allez prendre la place de numéro 1 et donc tout le monde dit t'as pas le droit d'y aller, n'y va pas. Arrête d'investir, fais des rachats d'actions, fais autre chose. Quand vous appelez Google, vous avez un peu la même problématique. Bon, quand vous appelez, je sais pas, mais Air Liquide, vous pouvez encore aller sur des métiers parallèles aux vôtres et faire votre développement. Quand vous appelez L'Oréal, ça va encore. Quand vous appelez LVMH, ça commence à être un peu difficile, hein. Vous commencez à avoir des difficultés. Le management de LVMH, il vous a déjà dit que, par exemple, Richemont, ils seraient pas contre le racheter, mais ils sont pas sûrs que ça passe au niveau des autorités de la concurrence, quoi. C'est pas certain. Donc ça vous montre que, au bout d'un moment, quand vous avez vraiment un conglomérat, ça devient compliqué de faire de la croissance autre que interne, parce que c'est un peu compliqué au niveau du régulateur. Et même la croissance interne, ça devient compliqué parce que si vous avez vraiment une innovation qui est meilleure que celle des voisins, vous avez un risque que quelqu'un vous dise « Non mais attends, tu vas pas en plus devenir le numéro 1 dans ce secteur-là, arrête !» Et donc ça vous oblige à faire des rachats d'actions. Et tout à l'heure je publiais sur mon Twitter, mais 40% du rendement du S&P 500 ces 5 dernières années, c'est des rachats d'actions. Et ça va continuer parce que quand vous appelez Apple, Microsoft ou Google, vous faites des milliards et des milliards de profits, vous ne pouvez pas les investir dans votre croissance, qu'est-ce que vous faites ? Soit vous faites des rachats d'actions, votre action progresse et tout le monde est content et vendent les gens qui veulent vendre, soit vous faites du dividende. Mais si vous faites du dividende, ça ne fait pas progresser votre action, c'est moins intéressant. Et dites-vous bien une chose, c'est que les grands acteurs de la tech ont compris que c'était beaucoup plus intéressant fiscalement de faire des rachats d'actions que de faire du dividende. Beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce que tous ces fondateurs, ils ont beaucoup d'actions, d'accord, de leur groupe, et ils en vendent souvent. Et en fait, comme ils en vendent souvent, c'est le cas de la fondation Bill et Melinda Gates. Pourquoi Microsoft est quelqu'un qui fait des rachats d'actions depuis des dizaines d'années ? Parce qu'en fait, une manière de permettre à Bill Gates de garder le contrôle sans faire des artifices avec des actions qui ont 100 droits de vote, 1000 droits de vote, ce genre de choses comme on voit dans certaines boîtes, c'est à chaque fois qu'il vend, vous rachetez la même chose, vous annulez. Et du coup, ça s'équilibre plus ou moins. Ceux qui n'ont pas vendu artificiellement et montrent dans le groupe, mais ceux qui sont au top du groupe et qui ont vendu, bah, entre guillemets, à la fin, ils ont toujours le même contrôle. Et donc, vous avez une capacité de garder le contrôle d'une entité tout en dégageant du cash. Or, si vous faites des dividendes, ça va pas donner tout à fait la même chose. Et en plus, ça fait pas monter le cours de vos actions. Donc, le jour où vous avez besoin d'émettre des titres, ce genre de choses, c'est plus compliqué. Et surtout, c'est un très bon moyen de fidéliser vos employés. Ça, c'est un ancien patron d'une boîte américaine qui me l'expliquait. Faites des dividendes. Vous dites à vos employés, achète des actions, tu vas toucher un dividende. C'est bien beau. Mais en fait, chaque année, il touche son cash. Et son cash, soit il le réinvestit, soit il le reprend. C'est difficile de faire réinvestir le cash des dividendes pour les gens. C'est pas si facile que ça. Et en plus, vous pouvez difficilement dire, tu vas acheter des actions et tout le cash que tu vas tirer des dividendes pendant 5 ans ou 10 ans, tu vas être obligé de le réinvestir dans la société. Ça, légalement, c'est un peu compliqué. Par contre, si vous faites des actions, vous pouvez tout à fait dire, je te donne 100 actions gratuites, mais par contre, tu n'as pas le droit de les vendre pendant 10 ans. Et ça fait du revenu, ce genre de choses, et ça vous permet d'incentiver les gens sans risquer beaucoup de choses. Et ça, c'est des choses très très intéressantes. Et là-dessus, nos amis américains, ils ont été largement plus intelligents que nos patrons français.
qui ont mis beaucoup de temps à comprendre que c'était plus intéressant d'avoir une action qui monte que de faire du dividende. Parce que pour motiver les troupes, c'est beaucoup plus simple de les motiver avec un portefeuille qui va grossir et qui va grossir parce que le prix de l'action va grossir que de les motiver avec un portefeuille qui va grossir parce que vous avez des dividendes qui tombent. Et comme je vous en parlais tout à l'heure, vous avez une autre société qui est concurrente d'ARM et qui a une belle croissance. C'est une société qui s'appelle Cadence Design System. C'est une société américaine aussi. Donc ça vous montre un peu la manière de faire de ces sociétés. Et ça vous montre surtout ce que je vous montrais depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'à la sortie de la crise, c'est des sociétés qui existent depuis un certain temps. Hein, c'est des vieilles sociétés. Mais le marché du design des puces, il n'a pas fait grand-chose de 1980 jusqu'à 2010 à peu près. C'était une bonne techno, c'était des belles entreprises avec énormément de recherche, il y avait des choses, mais c'était pas un marché considérable. Depuis 2010, vous avez énormément de gens qui passent par eux. Parce que dès que vous allez designer un produit électronique, vous pouvez faire appel à ce genre de personnes maintenant. Et comme vous avez électronifié absolument tout dans notre vie, le pèse-personne, le thermomètre, le machin, dans chaque petit objet, vous pouvez avoir besoin de quelqu'un comme ARM ou comme Cadence pour designer une puce. Et donc forcément, vous vous rendez bien compte que ces sociétés, leur marché, il a explosé. Là où avant, il y avait les ordinateurs, les serveurs et puis les imprimantes, maintenant, vous avez la voiture, les imprimantes, les avions, la fusée, le pèse-personne... la capacité de ces entreprises de créer de la valeur a explosé. Et donc vous voyez que Cadence, c'est une super société de croissance. Hein. Vous payez ça à moins de $10 en 2011-2012. Hein. Et maintenant, ça vaut $182. Donc ça vous montre vraiment... Après, encore une fois, ça ne veut pas dire acheter du Cadence. Hein. C'est cher. Mais ça vous montre vraiment l'exemple. Et ça vous montre surtout que aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'il faut absolument être sur le marché américain? Parce que justement, vous avez une myriade de sociétés et vous avez absolument tout. Comme je vous l'avais dit pour la panne de Facebook, en vous disant que ce qui était intéressant dans la panne du BGP de Facebook, c'était quand même un peu aussi toutes les entreprises dans la tech qu'on avait aux États-Unis et dont on ne pouvait pas trouver d'équivalent en Europe côté, comme des entreprises comme Nutanix, ce genre de choses qui vous permettent d'être vraiment dans le cœur du réseau d'Internet et donc d'investir dans la croissance du réseau Internet. C'était intéressant de les comprendre. Et ça c'est la même chose, ces typologies de sociétés, vous en avez soit des microscopiques en Europe ou des toutes petites PME mais qui ont du coup pas la taille critique. Mais dès que vous voulez avoir des méga caps avec des choses qui ont la taille critique, vous êtes obligé d'aller voir aux États-Unis. Donc c'est pour ça que quand vous êtes un investisseur tech, même si vous investissez qu'en PEA, il faut toujours aller manger de l'information aux États-Unis, aller comprendre des sociétés américaines pour du coup comprendre le marché et pouvoir investir en Europe efficacement. Dans Parlons Gaming cette semaine, on a une SPAC qui s'appelle United Talent Agency qui lève $200 millions. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que cette SPAC, son CEO, c'est Régis Fils-Aîné, qui est l'ancien CEO de Nintendo America. Donc il a fait 1 an aussi chez GameStop entre-temps. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est quand même quelqu'un qui est très connu dans l'univers du gaming, qui est très apprécié des gamers, qui a pendant très longtemps dirigé Nintendo America. Et ça, c'est pas si facile que ça de diriger la filiale d'un géant japonais. Voilà, c'est vraiment... c'est un personnage atypique, il est grand et tout, on le mettait à côté de Mario, ça faisait quelque chose d'exceptionnel, c'était un mec qui faisait plus de 2 mètres, et tu mettais Mario à côté, lui t'avais peur, c'était un grand black et tout, tu étais là, voilà, et tu le mettais à côté, et ça faisait... c'était exceptionnel, un type exceptionnel. Alors après, est-ce qu'il réussira dans l'univers du jeu vidéo ou pas? J'en sais rien. En tout cas, il a vraiment un talent exceptionnel sur le jeu vidéo, une vision exceptionnelle du jeu vidéo. Donc je pense que c'est une SPAC qu'il faut suivre. Peut-être pas investir maintenant parce qu'il faut que la stratégie se mette en place et qu'on la comprenne. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui connaît très très bien le secteur du gaming et à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut suivre et qu'il faut avoir dans ses tablettes. Vous avez Unity qui acquiert Think Sketch. Donc ça, c'est tout ce que Unity fait de plus en plus. Et ça, je vous l'avais dit, il y a 2 sociétés qui profitent vraiment du fait qu'on travaille à distance de plus en plus. C'est Unity et Microsoft.
C'est deux sociétés qui ont développé énormément de logiciels d'aide au travail à distance. Et quand je vous dis d'aide, c'est-à-dire c'est pas la réunion Zoom, parce que Zoom c'est la base, quoi, c'est la réunion. Teams, comme Slack, c'est la base. C'est-à-dire que même si vous êtes dans le même open space, vous allez utiliser Teams et Slack parce que vous n'allez pas à chaque fois vous lever et aller voir le voisin et lui poser des questions. D'accord ? Vraiment, ce qu'a développé Microsoft dans Azure et ce que développe Unity, c'est une suite de logiciels qui permettent, par exemple, là avec ThinkSketch, c'est de faire des dessins et d'avoir plusieurs artistes qui travaillent sur le dessin en même temps. Et donc d'avoir une capacité de partager. Donc ça, c'est intéressant quand vous êtes une société de jeux vidéo ou une société de films ou ce genre de choses. Ça vous permet d'avoir plusieurs artistes qui travaillent sur la même sur le même support, et donc d'avoir le coloriste qui peut dialoguer directement avec celui qui dessine, ce genre de choses, et du coup vous avez une capacité d'échange qui est un peu plus rapide. Et ça vous montre aussi du coup que Unity, c'est pas qu'une société qui est dans les outils pour faire des moteurs graphiques pour les jeux, et c'est pas qu'une société, comme on la limite trop souvent, qui permet de jouer le métaverse. C'est bien plus que ça. Vraiment bien plus que ça. Et vous avez après Microsoft qui va renommer l'Oculus Quest et la marque Oculus qui va lentement disparaître pour laisser sa place à MetaQuest et à Meta à la place d'Oculus. Donc ça c'est intéressant, ça vous montre comment vraiment Facebook est en train de pousser cette marque Meta et la vision qu'ils ont autour de cette marque Meta. Donc ça vous montre bien que c'est pas juste un effet de com autour du nom de la société, parce que vous avez beaucoup de sociétés, elles sont cotées en bourse, elles changent juste leur nom, elles vous disent on a compris, on fait un nouveau site institutionnel, on met un nouveau nom un peu folklorique et on vous dit on a une nouvelle vision, d'accord ? C'est un peu pendant un petit temps, c'est ce que, bon, pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce qu'a fait en France Clara Nova, qui était avant Quest. C'est-à-dire ils avaient une multitude de business, ils avaient le nom avant Quest, ils disaient il faut qu'on mette un nom au-dessus, ils ont mis Clara Nova. Mais est-ce que ça a donné une âme à Clara Nova et quelque chose ? Absolument pas. C'est d'ailleurs un de leurs défauts. Ils n'ont pas donné d'âme à leur société Clara Nova et ce genre de choses. Et là, ce que vous voyez chez Facebook, c'est vraiment un peu plus de cette âme autour de Meta. Et ça, c'est intéressant. Ça tend à prouver quand même qu'au niveau managérial, il se passe des choses dans la société. On va faire une toute petite pause. Parce que je parle beaucoup, donc il faut que je boive beaucoup. Et je suis désolé pour le nez, mais vraiment, là, j'ai des saloperies d'allergie. Et ça me pourrit la vie. Allez, let's go, on va continuer. Donc là, maintenant, on passe à l'hebdo de la crypto, les cryptos devant le congrès US. Donc c'était à partir de ce soir, 16h. Donc il y a les premières infos qui ont déjà fuité. J'ai pris parti de ne pas en parler dans ce slide. On en parlera la semaine prochaine. Ce qui est intéressant cette semaine, c'est l'oscillo de cette semaine. Pourquoi ? Parce que déjà, vous avez beaucoup moins d'explosions. Et vous savez que moi, j'adore quand dans les cryptos, il n'y a pas d'explosion. Parce que quand il y a de l'explosion, ça veut dire qu'il y a de la spéculation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les dossiers. Et donc, quand vous regardez, quand on a commencé support et qu'on avait des valeurs du métaverse qui faisaient plus 100% dans la semaine, d'accord ? C'était vraiment de la pure spéculation et on en a beaucoup dans le marché des cryptos. Ce que vous voyez là, c'est des choses beaucoup plus normales avec un top 10 avec le numéro 1 qui a fait 20% sur la semaine. C'est beaucoup, mais c'est pas non plus... voilà. Des sociétés, enfin des projets qui sont beaucoup plus solides avec Polygon, BitTorrent, Terra, OKB, Bitcoin SV, Unus7 Leo. Alors ça, je savais pas ce que c'était avant aujourd'hui. Donc ça vous montre qu'on en apprend tous les jours. Tether, TrueUSD, Pax Dollar et USD Coin. Donc le fait qu'on ait les stablecoins dans les tops de la semaine, ça vous montre à quel point la semaine a été pourrie pour la majorité des cryptos. D'accord ? Donc il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Terra qui fait un nouveau plus haut, ça c'est parce qu'ils ont mis en place leur nouvelle politique où ils vont maintenant burn des Terra à chaque fois que on utilise leur stablecoin. Donc ça, je vous avais déjà marqué, je vous en ai déjà parlé dans un service de Agora, mais je vais un peu
répéter ce que fait cette crypto. Cette crypto, l'idée, c'est pour 1 Tera, enfin 1 dollar de Tera, vous obtenez un stablecoin de la monnaie que vous voulez. Et en fait, après, vous passez de l'un à l'autre. Et du coup, les poules, elles s'équilibrent avec le temps. Et c'est le prix du Tera qui va capter la différentielle de valeur du stablecoin. Ce qui posait un problème, c'était du coup que quand il y avait vraiment de la volatilité, les gens, ils voulaient absolument un stablecoin, donc ils vendaient du Tera. Donc quand il y avait des périodes de secousse du marché, les gens, ils allaient vendre à tout prix du Tera pour obtenir, donc ils pouvaient faire baisser beaucoup le Tera. Et ça, c'était un peu dérangeant. Donc pour compenser ça, le protocole a décidé maintenant de burn des Tera. Donc en fait, quand vous passez de Tera à de l'USD, par exemple, ou un autre comment s'appelle, stablecoin de la blockchain Terra, les Terra que vous avez utilisés pour avoir ce stablecoin, on va les brûler. Donc forcément, vous êtes déflationniste sur le nombre de Terra, et donc ça change considérablement son prix. Bon, après, moi, je vous cache pas que ça a toujours été une blockchain au niveau de la token économie qui m'a toujours un peu paru bizarre. On invente un peu de l'argent chez eux. Ça peut durer très longtemps. Ça peut même être tout à fait viable et pas être un Ponzi, mais ça a quand même des gueules d'un Ponzi à la base. Après, ils ont créé quelque chose vraiment dessus. Si l'utilisation passe derrière et tout, le fait qu'il y ait une augmentation de l'utilisation peut rendre une certaine stabilité au protocole, mais il faut quand même atteindre cette augmentation de l'utilisation. Et surtout, dans un univers des stablecoins qui est de plus en plus réglementé, je doute fondamentalement que ce qu'est fait Terra soit autorisé encore dans quelques années par les régulateurs. Donc il faut faire attention quand on investit dans Terra. Le risque, c'est que les régulateurs sifflent la fin de la partie sur les stablecoins, sur beaucoup de stablecoins un peu osés, et qui obligent des stablecoins backés à 100%. C'est-à-dire un stablecoin 1 euro égale 1 euro dans le compte en banque. Voilà. Ça, il va falloir faire gaffe. Donc pour ceux qui sont acheteurs de Terra, ça peut être un très bon plan, mais attention, hein. Faut vraiment comprendre comment marche la blockchain Terra et comment marche la régulation. Ça peut faire assez mal. Bon, alors on va passer. Voilà. En 2021, Google a publié les stars du Google Trend de cette année. Donc vous avez l'Afghanistan, après vous avez AMC Stock, Covid Vaccine, Dogecoin, GME Stock, Stimulus Check, Georgia Senate Race, Hurricane Ida, Covid et Ethereum Price. Donc vous voyez que ce qui est intéressant quand même là, c'est que sur le top 10, vous avez 4 sujets qui sont vraiment quasiment, pour 80% des recherches, à minima je pense, même pour 100% dans certains cas, qui sont liés au marché. C'est-à-dire vous avez la recherche du stock d'AMC, la recherche du stock de GameStop, le Dogecoin et l'Ethereum. Vous voyez aussi que du coup, il y en a 3. C'est quasiment des mêmes stocks ou des mêmes coins, d'accord ? C'est le Dogecoin, c'est un même coin, et GME et AMC, c'est des mêmes stocks. Donc c'est vraiment la spéculation. Donc ça, c'est caractéristique de 2021. Ça s'est toujours pas remis en état, c'est-à-dire que vous n'êtes pas revenu à des valorisations normales de sociétés qui sont montées un peu sur du vent. Est-ce que ça y reviendra un jour ? Beaucoup de gens vous disent, et moi je connais beaucoup de gens dans l'investissement qui me disent ça va s'arrêter parce que quand ton conducteur de taxi commence à te parler d'une valeur, c'est que tu es au plus haut. La différence, c'est que je pense que quand Warren Buffett ou ce genre de gens disaient ça il y a 20 ou 30 ans, quand un conducteur de taxi achetait un stock, c'était compliqué, fallait qu'il passe un coup de téléphone, fallait qu'il aille à la banque, enfin il y avait une complexité quand même pour rentrer et sortir du marché qui était considérable. Donc quand les gens rentraient dans le marché, c'était vraiment qu'ils avaient fait un effort. Et le jour où le marché leur convenait plus, c'était tellement compliqué de garder un compte ou ce genre de choses que les gens ils préféraient rapidement sortir. Maintenant, je pense que cette capacité d'entrer et de sortir dans le marché, elle est très très rapide. Vous ouvrez et vous fermez un compte chez Robinhood comme ça, en quelques jours. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire la même chose maintenant qu'il y a 15 ou 20 ans. Je pense fondamentalement que la génération qui fait du trading maintenant et qui joue avec les options de ce genre de choses, il y en a beaucoup qui vont continuer à le faire.
Parce qu'il y en a beaucoup qui le font d'une certaine manière. Et donc je pense que vraiment au niveau du flux sur le marché global financier, et surtout aux États-Unis et en Europe, parce que c'est un peu moins vrai en Asie, on l'a un peu moins vu, je pense qu'on aura toujours cette clash d'âge des 18-40 ans qui se sont mis frénétiquement à trader et à faire des choses. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va monter. Alors, je le pense tellement que c'est un de mes sujets en économie comportementale et qu'à la faculté de Nice, je vais faire une série de tests là-dessus pour voir si les jeunes de notre époque sont moins sensibles au risque qu'avant, et est-ce que c'est une question de changement, c'est-à-dire est-ce qu'ils passent de, par exemple, avant ils jouaient au poker, à maintenant ils investissent dans AMC, ce genre de choses en jouant sur les options, et si c'est juste un changement d'actifs sous-jacent, entre guillemets, on passe du poker ou du pari sur le foot à on parie sur AMC, pourquoi est-ce qu'il y a ce changement-là? Et si c'est pas ça, l'autre question que je me pose, c'est est-ce que c'est dû à la simplicité d'accès des marchés qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas du tout avant? Et les premières data que j'ai poussent plutôt vers ce sens-là, un peu de simplicité sur les marchés, ce qu'on voit de plus en plus. Et ça, je pense que toutes les applications, Free Trade en Angleterre, Robinhood, ce genre de choses, tout ça, ça a quand même beaucoup simplifié la vie des gens. Et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à trader. Et je pense pas que ces gens-là vont s'arrêter. Je pense que beaucoup vont être ruinés, ils sortiront, mais il y en a d'autres qui vont rentrer dans le marché, au même titre que dans le marché du poker, vous en avez qui finissent ruinés, ils sortent du marché, et vous avez des nouveaux qui rentrent. Et ça fait un cycle comme ça. Alors après, on a peut-être un extrémum du cycle en ce moment, parce que vous n'avez pas encore les gens qui sont ruinés, qui sont sortis, et vous avez un flux d'entrée qui est un peu plus limité. On l'a vu par exemple sur Robinhood, avec un nombre de comptes actifs qui a un tout petit peu diminué au Q3 comparativement au Q2, mais je pense que vraiment, quand on regarde les datas, il y a vraiment quand même une appétence pour le risque qui est un peu plus grande chez la génération, ma génération et la génération en dessous. On verra. Ça vous montre un peu à quel point on peut pousser son niveau d'investissement un peu ailleurs et faire même de la recherche un peu fondamentale là-dessus. Je vous tiendrai au courant d'ailleurs des résultats que j'ai, parce que c'est des résultats qui à mon avis sont intéressants pour les investisseurs. Vous avez l'audience sur les cryptos pour le congrès, donc je vais passer sur tout ce qu'ils nous disent, les problématiques, voilà. Vous avez tous les CEO qui sont là, donc vous avez le CEO de Circle, on va voir, ça c'est important après, on va voir pourquoi. Vous avez le CEO de FTX, enfin voilà, et ils vont tous être entendus pour le congrès, ça a commencé à 16h, vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, il faudra voir ce que le congrès va sortir. Vraiment, la législation, c'est quelque chose de très très intéressant. Et d'ailleurs, on va y aller sur la législation. Hop là, pardon. Voilà. Sur la législation juste ici, c'est l'Australie qui offre un cadre légal aux cryptos. Donc vraiment, eux, leur volonté, c'est de créer un cadre qui va limiter, mais qui va permettre aux acteurs d'être sûrs qu'ils peuvent intervenir comme là. Et qu'il y a pas, ils sont pas sur la ligne rouge sans le savoir. Et ça, c'est très important. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il y a encore beaucoup de sociétés crypto qui vous disent, je sais pas vraiment ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Moi, je peux vous le dire, je suis dans beaucoup de boîtes françaises qui font de la crypto. Quand on demande à l'AMF si on a le droit de faire ce type de produit ou pas, ils nous regardent, ils nous disent, on ne sait pas vraiment, on va demander. Alors après, vous demandez au ministère, le ministère vous dit, on n'a pas réfléchi à cette utilisation, il va falloir qu'on réglemente. Mais tant que ça l'est pas, soit vous lancez, et entre guillemets, vous êtes dans un univers gris, soit vous attendez que la règle arrive, et c'est un peu compliqué. Et pour certains investisseurs, vous avez beaucoup d'investisseurs qui vous disent tant que c'est pas régulé, moi je viens pas. Parce que c'est un risque pour moi. Donc voilà. Donc le fait que l'Australie soit un des premiers pays à donner un cadre est quelque chose de très très intéressant. Et pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce qu'il y a une autre typologie de produits sur lequel l'Australie a été en avance. C'est ce qu'on appelle le Buy Now, Pay Later. Donc c'est tout ce qui vous permet de payer en 4 fois, en 5 fois, ce genre de choses, sans carte de crédit. Enfin, c'est tous les sites où tu peux payer en plusieurs fois avec ta carte bleue classique. Et c'est le processeur de paiement qui prend le risque. En Europe, ça a été popularisé par des sociétés comme Klarna, ce genre de choses. Et ben, les Australiens, ils sont vraiment en pointe là-dessus. Ils sont tellement en pointe que les cartes de crédit, elles ont diminué. C'est-à-dire les cartes vraiment de crédit, les cartes de débit, non. Mais les cartes de crédit ont diminué.
C'est-à-dire que les cartes Cofidis, ce genre de choses, le nombre a diminué parce que les gens ils préfèrent utiliser le Buy Now, Pay Later que d'utiliser les crédits à la consommation de Cofidis et tout à 15%. Et c'est normal, parce qu'un Buy Now, Pay Later, c'est moins cher que les crédits Cofidis ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Ça vous montre comment l'Australie tire un peu son épingle dans certains marchés. Hein. Et vous avez vraiment sur le Buy Now, Pay Later des très très grosses sociétés, des décacornes qui sont créées en Australie et qui ont commencé par faire du business en Australie et qui après sont développées ailleurs. Donc vraiment, ça c'est intéressant. Pour le moment, ça reste anecdotique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait des gens qui avaient milité pour qu'il y ait une taxe quand on mine des bitcoins avec de l'énergie renouvelable. Enfin, pas une taxe. Si, c'est une taxe, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire un discount de taxe de 10%. Et ça a été refusé. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez beaucoup de mineurs qui militent pour que les États favorisent les blockchains vertes. Et vous avez aucun État qui a fait ça. L'Australie, ils ont dit non cette fois-ci. Donc il faudra voir si ça se met en place. Mais ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes pour faire transitionner le secteur du minage de l'utilisation, par exemple, de charbon, ce genre de choses, à des utilisations 100% vertes. Hop là, pardon. On va repasser juste en dessous, parce que ça s'est un peu mélangé dans les slides. C'est la nouvelle guerre des monnaies. Donc justement, tout à l'heure, je vous parlais de Circle et je vous parlais de la réglementation. Et ce qui est intéressant, c'est que le CEO de Circle et Circle ont publié en amont de leur audience au Sénat, devant la Chambre de l'économie, un texte dans lequel ils expliquent que les stablecoins sont des super moyens de promouvoir leur monnaie et que les États-Unis, pour promouvoir l'utilisation du dollar au niveau international et le fait que tout le monde utilise le dollar, il faut qu'ils réglementent et qu'ils poussent les stablecoins et qu'ils en poussent le plus possible. Pourquoi ? Parce que si vous avez une économie, on va prendre l'économie turque, d'accord, qui a une monnaie qui monte, et que tout le monde utilise un stablecoin USD, en gros, la monnaie de la Turquie devient le dollar. Et en faisant ça, si demain les Américains ils veulent dire à Erdogan t'arrêtes ce que tu fais, ils vont dire à Erdogan dans ton pays 50% des échanges sont en USDC, notre crypto-monnaie sur internet. Si tu respectes pas ce qu'on te dit, on dit à tous nos prestataires qu'il n'y a plus le droit d'avoir de l'USDC en Turquie. Et ça au niveau des blockchains, c'est possible. Donc ça vous montre vraiment l'importance de ces stablecoins et la puissance de ces stablecoins, mais plus que dans leur utilisation, plus que dans la capacité vraiment de pousser une politique monétaire, parce que je vous en parle souvent en vous disant qu'on peut faire des stablecoins faits pour payer certains types de dépenses et pas d'autres, ce genre de choses. On peut faire énormément de choses avec les stablecoins. Mais ça vous montre aussi dans l'aspect géostratégique l'importance de ces nouvelles monnaies. Et vous avez des sociétés comme Circle qui poussent en disant il faut que les Américains ils imposent au niveau mondial le stablecoin dollar pour qu'ils poussent l'utilisation du dollar et qu'ils aient une importance. Donc, c'est quelque chose d'autant plus intéressant que cette semaine, on a eu l'interview par le Wall Street Journal du directeur de la CIA et qui nous a expliqué que ça faisait quelques années qu'il travaillait sur les cryptos, qu'il y avait beaucoup de travail à faire sur les cryptos et que ça les intéressait beaucoup. Alors je ne vais pas vous citer tout ce qu'ils ont dit, hein. Vous aurez les slides, vous pouvez les télécharger, comme ça vous aurez tout. Vous avez aussi les articles sur internet. Mais c'est intéressant. Je peux vous dire que pour connaître quelques personnes en France, il n'y a pas que la Banque centrale française et la Banque centrale, la BCE, qui travaillent sur les stablecoins. Je peux vous dire que ça intéresse aussi d'autres types de ministères que ceux liés à l'économie. Donc c'est vraiment un vrai travail et une nouvelle géopolitique. C'est une géopolitique du paiement sur Internet et ça c'est quelque chose de nouveau parce que vraiment il y a un combat qui va se mener là et c'est un combat qu'il faut suivre parce que c'est un combat qui a son importance. Hein. Au niveau de Parlons Crypto, donc autre chose. On a DraftKings, le géant du social betting, hein, d'accord, donc qui s'est fait des paris, ce genre de choses, et ce qu'on appelle le fantasy sport.
donc une nouvelle manière de parier, qui va lancer avec la NFL sur la saison 2022-2023 sa plateforme de NFT, qui va permettre d'obtenir des NFT et d'en vendre. On n'a pas encore vraiment qu'est-ce qui va être permis, pas permis. Ce qui est intéressant, c'est que la NFL, ils avaient déjà été sur les NFT en disant que maintenant, quand on achète des tickets de la NFL sur Ticketmaster, on aura un NFT qui est lié, qui vous permet de dire j'étais à tel match, j'avais telle place, et en ligne, j'ai tel truc qui le prouve. Et donc, vous pouvez faire une collection de ce genre de choses. Et ça vous montre beaucoup de choses. Et je vous en ai déjà parlé, je vous avais dit, c'est cette fusion un peu qui est la vie réelle et l'univers virtuel, qui étaient avant deux univers bien distincts. On pouvait avoir, et d'ailleurs on disait in real life et in virtual life. Et ça coupait bien, d'accord, les deux mondes. Maintenant, il y a des gens qui vous disent, le monde virtuel va manger le monde réel. Ça, c'est un peu Facebook avec Meta, ce genre de choses. Et on avait vu qu'une autre entreprise vous disait non. Ce qui va se passer, c'est que le monde virtuel et le monde réel vont fusionner. Et ça, c'était un peu la théorie d'une société comme Niantic, qui est dite Pokémon Go. C'était de vous dire, on va adapter, on va ajouter de l'information dans le monde réel et on va donner une autre saveur au monde réel. Et bah ça, c'est un peu ce que fait Ticketmaster avec les tickets. Et ça vous montre vraiment tout ce que les clubs de foot français peuvent créer comme valeur, tout ce que les clubs de foot, tout ce que absolument dans le quotidien, on peut créer énormément de valeur sur plein de choses et on peut créer des actifs digitaux qui vont pimenter la vie quotidienne des gens et donner des nouvelles choses et c'est vraiment très très intéressant et il y a une capacité de création économique qui est considérable. Vous avez Ubisoft qui a lancé sa plateforme de NFT Quartz, donc ça commence demain. Donc pour ceux qui aiment bien Ubisoft, il faudra regarder demain si ça marche bien ou pas, qui tourne sur Tezos. Bon, ils ont d'autres partenariats avec d'autres blockchains, voilà, ça veut pas dire qu'ils vont travailler qu'avec Tezos, commencez pas à, voilà, mais c'est un début. C'est vraiment très très intéressant. L'idée qui est développée par Ubisoft, c'est que ça permet d'acquérir des joueurs en leur donnant des NFT. Ça permet aussi de donner de la valeur à des éditions collector, ce genre de choses, de donner une valeur digitale à ces éditions et de se dire que, par exemple, quand vous avez un cosmétique exceptionnel dans un jeu, si un jour vous voulez le vendre, vous pouvez le vendre. Et donc ça, c'est tout ce dont on vous parle de plus en plus, et je vous en parle assez souvent, c'est ce qu'on appelle le Web 3.0, on en a fait une émission avec Edern, c'est de vous dire, avant, on était dans un web où on n'avait pas vraiment la propriété des choses et la capacité de valoriser ce dont on était propriétaire en ligne. Et en fait, toutes ces plateformes, tout ce Web 3.0, ça va nous donner la possibilité de créer de la valeur sur toutes ces données qu'on a en ligne et sur tout ce qu'on détient en ligne, et donc forcément d'augmenter considérablement notre richesse et d'augmenter considérablement notre capacité de consommer. Et donc d'augmenter considérablement la taille de l'économie. Parce que si demain, tout ce qu'on a en ligne, on peut l'échanger, on peut créer de la valeur dessus, et elle n'est pas que captée par des sociétés comme Google, Facebook ou ce genre de choses, ça veut dire que quand vous allez les échanger, vous allez payer des taxes, faire ce genre de choses. Donc vous vous rendez bien qu'à l'échelle d'un État, si demain, tout ce qu'avant on changeait, par exemple dans un jeu vidéo sans argent, maintenant on le change avec de l'argent et ça peut avoir de la valeur. Pour un État, la création de valeur est considérable. La TVA qui va sortir, ce genre de choses. Vous avez énormément de choses. Vous avez aussi l'ETF Crypto Mega Cap qui s'appelle Mega, qui arrive sur Euronext Paris et sur Euronext Amsterdam. Alors pour les questions qui vont commencer, j'ai demandé à Saxo si c'était éligible au PEA et tout. J'ai pas eu de réponse encore. Donc on se dit à la semaine prochaine pour savoir si on a le droit de le mettre dans le PEA ou pas. Je pense pas, ça m'étonnerait. Mais je vous dirai s'ils m'ont répondu la semaine prochaine. Et vous avez l'Islande qui n'autorise plus les mineurs à s'installer dans le pays et qui n'autorise plus ceux qui sont actuellement dans le pays à augmenter leur consommation d'énergie. Donc ça veut dire que si vous voulez mettre un nouveau mineur en place, il faut enlever l'ancien. Voilà. Et ça, c'est parce que vraiment en Islande, vous aviez une installation de mineurs qui était de plus en plus importante. Pourquoi ça ? Parce qu'en Islande, vous avez beaucoup d'énergie verte. Et vous avez beaucoup de froid. Donc comme vous avez du froid, vous captez l'air qu'il y a dehors, vous le mettez dans les machines, et ça vous climatise les machines à pas cher. C'est pratique. Et l'Islande était très adepte de ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
ce qu'ils avaient fait, c'est que ça leur permettait de vendre leur énergie alors qu'ils avaient un surplein d'énergie, et ça permettait de capter la chaleur de ces data centers et de les mettre dans des réseaux de chaleur. Donc ça faisait diminuer la facture des Islandais, et ça rendait un peu la production de chauffage moins polluante. On va faire une petite pause, le temps de boire. Vraiment désolé pour cette allergie. Hein, j'avais pas de tout à l'heure, mais là. Hop là. Allez, go. Donc, l'hebdo du marché, Apple et le deal du siècle. Donc, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc, on va commencer par les résultats de la semaine. Donc, ce qui est intéressant, ce qui arrive, vous avez aujourd'hui GameStop en after close. Ça, c'est intéressant parce qu'ils vont nous parler un peu de ce qui s'est passé à Noël. Donc, c'est des choses qui peuvent nous intéresser. Vous avez UiPath, qui est une société que vous pouvez avoir dans le PEA. Donc, c'est une société de deep tech intéressante. Vous avez eu Weber ce matin, que de moyen plus, on va dire. Vous avez Udemy, qui est dans l'éducatif, donc qui est intéressante. Et vous avez demain Costco, Oracle, qui sont des sociétés vraiment à suivre. Après, c'est à peu près tout ce qu'il y a eu. Voilà. Et après, vous avez Apple a signé le deal du siècle avec la Chine. D'accord, donc c'est un deal à 275 millions de dollars, 275 milliards de dollars, pardon. Donc le deal, c'est ce qui a permis à Apple d'être présent en Chine ces 5 dernières années, avec une extension de contrat qui est possible en 2022. Hein. Et en échange du fait d'avoir le droit de rester en Chine, il fallait qu'Apple investisse dans les sociétés chinoises, essaye d'apporter de la technologie aux Chinois, sur les puces, sur ce genre de choses, et fasse marcher le plus d'entreprises chinoises possible. Donc ça vous montre vraiment une chose. Trop souvent, je vois des gérants de fonds, des mecs de banque et tout me dire « Non, mais il ne faut pas acheter des valeurs chinoises parce que le gouvernement chinois, il peut taper dessus. » Mais à ce moment-là, vous achetez rien. Parce que Airbus, 25% du carnet de commandes, c'est la Chine. Donc si 25% du carnet de commandes s'en va, le cours d'Airbus va faire la gueule. Et pourtant, demain, le parti communiste chinois, il peut arriver et dire à Airbus « Bon, écoutez, nous, on a nos avions. Si vous voulez continuer à faire du business chez nous, va falloir sortir le carnet de chèque. Sinon, vous sortez. » Qu'est-ce que va faire Airbus? Il va sortir le carnet de chèques, comme a fait Alibaba. Parce qu'il ne peut pas sortir d'un marché aussi gros que le marché chinois d'1 milliard de personnes. Et ça, vous pouvez le dupliquer sur absolument tout le monde. C'est-à-dire que quand on vous dit achetez pas de l'Alibaba parce que c'est dangereux, qu'est-ce que c'est que Hermès ou Kering ou LVMH dans ces pays-là? Enfin, ça représente un gros du chiffre. Et eux, ils peuvent avoir exactement le même souci. Donc ce que je veux vous dire, c'est que faire du business en Chine, c'est compliqué. Faire du business en Chine, c'est faire du business avec un État qui du jour au lendemain peut te dire « ce que tu avais, ça m'appartient ». Ok. Mais ça, c'est la même règle pour tout le monde. C'est-à-dire c'est la même règle pour Alibaba, la même règle pour LVMH, la même règle pour ceci, la même règle pour cela. Ça n'a rien de démocratique, ça n'a rien d'équilibré, ça n'a rien de tout ça. Et pourtant, si votre entreprise, elle travaille avec la Chine, c'est comme ça. Alors après, vous pouvez vous exciter comme le marché le fait sur Alibaba, sur Tencent et sur ce genre de valeurs. Mais la vérité, c'est que tout le monde peut se faire avoir par le gouvernement chinois. Et regardez, ça a coûté 275 milliards à Apple sur 5 ans. Ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est-à-dire que ça fait 40 milliards par an. Au niveau d'Apple, c'est pas négligeable non plus. Hein. Vous êtes sur un chiffre qui a une certaine importance. Et ça vous montre aussi, justement, la puissance d'Apple. Parce que ça veut dire qu'en signant 275 milliards de deals, d'accord? Alors, c'est pas 275 milliards de résultats qu'ils avaient et de choses qu'ils vont faire en perte. Il y a des choses, ils en avaient vraiment besoin, des technologies, ils en ont vraiment besoin. Utiliser des fournisseurs pour assembler des iPhones, ils en ont vraiment besoin. Donc peut-être qu'ils auraient été les mettre au Vietnam à la place parce que c'était moins cher. Mais ils les ont laissés en Chine parce que ça fait partie de leur deal, ou ce genre de choses. Mais ça vous montre quand même qu'ils ne sont pas à 100% de la rentabilité qu'ils pourraient faire. C'est-à-dire que si demain, les gens leur disaient on vous laisse tranquille, faites ce que vous voulez, et qu'ils étaient dans une libre concurrence 100% pure et parfaite, ils pourraient absolument faire beaucoup plus de rentabilité que ce qu'ils font maintenant. Ça vous montre vraiment la puissance du machin, et la capacité, et vraiment le fait que
Ces entreprises-là, elles n'ont jamais existé. Une entreprise avec la force d'Apple, la capacité de faire du cash d'Apple, aussi technologique qu'Apple, si vous me trouvez l'équivalent sur les 4000 ans d'histoire humaine, je veux bien, mais on ne trouvera pas. Hein. Même les très grandes compagnies pétrolières ou les très grandes compagnies comme la Compagnie des Indes et tout, pour moi, elles n'avaient pas la même puissance qu'à Apple maintenant. Même si, entre guillemets, on peut juger qu'elles avaient plus de puissance parce qu'il y avait pas de, il y avait un marché qui était tout petit et qu'elles étaient colossales dans ce marché-là. Mais elles se sont effondrées très rapidement. Il y a eu des problématiques. Or, moi, je pense que Apple est tellement fort que l'effondrer demain va être, à mon avis, quelque chose de très très compliqué. Donc voilà. Donc on va pas parler après en détail de ce qu'il y avait dans le deal, je pense que vous l'avez déjà vu dans beaucoup de journaux. Il y a un très très bon article sur The Informer qui est le premier à avoir sorti l'information. C'est un très bon journal américain. Je vous encourage à vous abonner parce que vraiment il vous apporte beaucoup de choses si vous comprenez bien l'anglais. Vous avez vraiment des infos d'insider dedans qui sont très très intéressantes. Donc vous avez l'article détaillé, hein. Là c'est juste la partie gratuite de l'article. Voilà, mais c'était vraiment pour vous montrer que cette problématique qu'on a en Chine, elle touche toutes les entreprises et que c'est pas une question d'Alibaba, ce genre de choses. Là, c'est le marché qui fait du bruit autour d'Alibaba, de Tencent, tout ce genre de choses, mais c'est toutes les entreprises et dès que votre entreprise va faire du business en Chine, vous avez un risque. D'ailleurs, je connais des PDG qui te disent jamais de la vie j'installerai une usine en Chine. Parce qu'ils te disent je sais pas si demain elle sera encore à moi et tout, je veux pas prendre le risque. Je préfère me développer au Vietnam, au Mexique ou ce genre de choses qu'aller en Chine. Même si c'est peut-être plus rentable pour moi d'aller en Chine. J'ai pas envie de le faire. Et d'ailleurs c'est un risque pour la Chine, c'est-à-dire qu'à force de jouer à ce jeu-là, qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui disent je préfère ne pas m'occuper du marché chinois et m'occuper d'être le grand gagnant partout ailleurs sauf en Chine. Et comme le marché il est quand même d'une taille considérable, si vous n'êtes pas déjà en Chine et donc ça vous fait pas déjà perdre un marché, vous allez juste vous concentrer sur les pays autour et vous n'allez jamais aller en Chine et puis c'est pas grave. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse, on édite New Tech Insider. Donc ça c'est notre formule payante sur laquelle on fait des études de dossier, ce genre de choses. Ça vous coûte 49 €, il me semble encore, ou 59 €. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien juste en bas. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. N'hésitez pas à aller sur notre page YouTube aussi. On a une page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch aussi, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis maintenant, on va passer aux petites questions. Alors, tac. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme question ? Alors, on y va. Les questions. Alors, quel est cet état ? Tu parles du solide liquide gazeux et un autre état, d'un autre état. Alors, je voudrais pas dire de bêtises. C'est très complexe. Donc, je t'invite à aller chercher sur Internet. Pour avoir vraiment l'explication détaillée de quel est l'état. C'est un truc très complexe qu'on trouve que en ordinateur quantique. Mais voilà, je pense que c'était intéressant. Voilà. Belle petite valeur sur une valeur NTI ce soir. Ah on verra. J'ai pas encore regardé. T'avais prévenu que Canaan a été spéculatif. J'ai eu la chance de vendre à 10. Est-ce que tu penses que la chute des dernières raisons particulières aussi une panique ouais, alors sur Canaan, c'est un mineur chinois. Vous avez des problèmes sur les ASIC, ce genre de choses, donc voilà. Ça a pas mal baissé. Mais ces valeurs-là, faut les trader avec vraiment beaucoup d'attention. Faut faire très très attention. Je pense aussi qu'il y a une petite peur que excusez-moi, que le gouvernement chinois oblige toutes les sociétés qui sont liées aux semi-conducteurs à revenir ce côté en Chine, donc que ça fasse un peu comme Didi, et donc il y a des investisseurs américains qui veulent pas détenir des actions qui pourraient être délistées des États-Unis. Des fois c'est pour des raisons fiscales, des fois c'est pour des raisons de simplicité. Voilà. Après, je vous dirais que dans le cas de Didi, par exemple, vous étiez coté aux États-Unis, vous allez être coté à Hong Kong.
détenir des actions cotées aux États-Unis ou cotées à Hong Kong, ça change rien du tout. Juste que celles qui sont détenues aux États-Unis, c'est coté en dollars, et celles qui sont détenues à Hong Kong, c'est coté en dollars hongkongais. Bon. À part si vous voulez pas vous exposer au dollar hongkongais. Voilà. Que penses-tu des coins liés au métaverse comme Sandbox ou Decentraland? Je pense que c'est des coins qui sont liés à une spéculation en ce moment. C'était peut-être très intéressant d'en avoir avant, mais maintenant, moi je trouve que c'est très très cher. Voilà. Après, ça n'engage que moi, peut-être que ça peut encore monter, ce genre de choses. Mais moi, je préfère être là au tout début des projets, quand on parle vraiment de la techno, et quand on n'est pas dans la hype avec des gens qui vous disent ah, le marché, c'est 3 trillions de dollars, 450 milliards, enfin tous ces trucs-là, on n'en sait rien. Donc ça m'intéresse pas, je préfère être là au début des projets. Decentraland, c'est un projet qui plaisait beaucoup à Mathieu, qui est un expert crypto qui a des services chez nous. Pendant un temps, on en avait discuté. Bon, moi, je trouvais qu'au niveau fonda, c'était pas le plus intéressant des cryptos. Bon, bah, il a eu raison, j'ai eu tort. Voilà. Après, voilà, c'est des projets qui me semblent vraiment encore au tout début. Et je pense que pour trouver le produit de market fit de ces projets-là, ça va être difficile. On peut l'avoir un certain temps avec de la spéculation, des gens qui rentrent, qui sortent du marché, mais pour le trouver à très long terme avec des gens qui vont rester dans le métaverse de ces valeurs-là et tout, je pense que c'est compliqué et je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'ils rentrent là vraiment pour un cycle. Quand on veut créer un univers métaverse, c'est pas, on va pas le faire en 6 mois ou en 3 ans. Hein. C'est un cycle de 10 ans, donc il va y avoir des hauts et des bas, et je pense qu'on est plus proche du haut sur ces valeurs-là que du bas. Voilà, après, j'ai peut-être tort. Voilà. Ouais, alors Embracer capitalise 2 fois Ubisoft. Bah, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est ce que je vous ai dit. Ils ont une meilleure exécution que celle d'Ubisoft. Après, tu peux discuter en te disant les jeux chez Ubisoft, ils sont quand même plus connus que les jeux chez Embracer. Oui, mais chez Embracer, t'as du mobile, t'en as pas chez Ubisoft. Il y a quelque chose quand même. La traction chez Embracer est meilleure que la traction chez Ubisoft. Et fondamentalement, quand tu es dans un secteur en croissance, ne pas faire de fusion-acquisition, c'est assez dangereux quand même. Surtout quand tu es dans un secteur aussi diversifié que le jeu vidéo. Quand tu es en croissance sur les moteurs de recherche et que tu t'appelles Google, tu vas difficilement aller racheter Yahoo, quoi. Ton but, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui utilisent Google et tu investis dans Google et puis pour aller le plus vite possible dans tes serveurs, dans tes choses comme ça. Quand tu es Ubisoft, tu dois investir dans des nouvelles licences, ce genre de choses. Et fondamentalement, Embracer a montré plus de capacité ces dernières années à le faire que Ubisoft. C'est pour ça que la valorisation est différente. Après, en termes vraiment, si on arrête les sociétés à ce soir et qu'on regarde les performances financières des deux sociétés, effectivement, Ubisoft est beaucoup moins cher qu'Embracer. La question, c'est est-ce que, justement, cette capacité et ce mouvement du management va créer beaucoup de valeur dans le futur ou pas ? C'est une question. Je peux pas y répondre avec une certitude. Moi, je trouve que le management d'Embracer a toujours été excessivement bon, là où je critique de plus en plus le management d'Ubisoft. Alors après, peut-être que c'est moi qui ai tort et que dans les 10 prochaines années, c'est la stratégie d'Ubisoft qui sera la meilleure. Oui, chez Embracer, il y a ça aussi, il y a une horizontalisation qui est beaucoup plus forte que chez Ubisoft, et moi j'ai longtemps critiqué Ubisoft. Alors je peux vous le dire, à une certaine époque, j'ai dit à... c'était à l'époque où Gameloft était encore coté, j'ai dit à Guillemot, il faut que tu regroupes Ubisoft, Gameloft et Guillemot dans la même entité, et que tu pousses. Et que du coup tu crées de la valeur surtout. Que quand tu sortes un Assassin's Creed, tu crées des manettes Assassin's Creed avec Guillemot. Et qu'à chaque fois tu pousses à 100% l'utilisation de tes licences. Comme c'est une famille, il donne un bout à chacun, puis chacun dirige son petit bout, puis il fait ce qu'il veut. Ça a des défauts. C'est-à-dire que trop souvent, je vois des actionnaires qui me disent la famille, il n'y a que ça de vrai, les petites PME familiales, c'est bien géré, machin. C'est pas forcément vrai. Vous n'avez pas de martingale dans la gestion d'entreprise. Les petites familles, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Le cas d'Ubisoft, ça montre bien cet inconvénient.
voilà. Tu as présenté Reblox, j'aime beaucoup aimer la présentation. Ascour, tu penses que c'est trop cher ou pas? Ah oui, Ascour, moi c'est cher. J'y vais pas. Mais c'est toujours la même chose, c'est comme les cryptos. Moi, ça m'intéressait, j'en ai pris un petit peu, je les ai vendus depuis parce que j'avais d'autres choses à acheter, mais j'en ai pris un peu à l'IPO parce que c'était vraiment un actif exceptionnel. Mais après, voilà, rentrer maintenant, c'est vous achetez le scénario magnifique, quoi, magique. Est-ce que ça va se passer ou est-ce que ça va pas se passer? J'en sais rien. Si ça se passe, il y a énormément de valeur créée. Mais je trouve qu'il y a plus de sociétés qui ont des scénarios magiques à nous raconter et qui sont moins chers que Roblox. Alors, que conseilles-tu comme coin pour jouer les NFT, univers, terrain et tout? Je conseille aucun coin parce que j'ai pas le droit de le faire. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui vous dirait je te conseille d'acheter ça, ceci, cela. Au niveau de l'AMF, j'ai pas le droit de le faire, donc je vais pas te dire je te conseille ça. Ce que je peux te dire, c'est que moi, il y a plein de coins sur lesquels je suis qui sont liés au NFT. Polygon, j'aime bien. Tezos, j'aime beaucoup aussi. Avec vraiment un écosystème, quelque chose qui s'est construit. Alors après, c'est peut-être moins volatile, c'est peut-être moins le top du marché et tout, mais voilà. Mais après, je peux pas te conseiller. C'est pas parce que moi je te dis j'aime bien Tezos et j'aime bien Polygon qu'il faut que tu achètes du Tezos et du Polygon. Hein. C'est fais vraiment tes recherches et je peux difficilement te dire autre chose, quoi. J'aimerais bien te dire achète ça et tout, je suis sûr que ça va gagner et ça va te rendre riche. Malheureusement, je sais pas. Et en plus, j'ai pas le droit de le faire. Et si je le fais, je risque de me faire taper dessus par l'AMF. Et j'essaye de respecter les règles. Il y en a trop peu qui les respectent malheureusement sur Twitch et sur Twitter. Et ça, au bout d'un moment, ça va nous attirer des ennuis, je pense. Donc voilà. Mais vraiment, en plus, sur Tezos, tu as beaucoup de data en France. Tu as beaucoup de sociétés françaises qui s'intéressent à Tezos, donc tu as vraiment beaucoup d'explications sur comment fonctionne Tezos, comment fonctionne à long terme la vision de Tezos. Ça, c'est intéressant. Vraiment, je t'encourage à lire. Alors malheureusement, je vous dirai souvent ça, quand vous voulez investir dans un projet, je vais vous dire lisez. Mais malheureusement, comme avec une société, il faut lire les rapports annuels. Bah avec des cryptos, ça dépend. C'est tout pareil. Sauf qu'au lieu de lire des rapports annuels, vous allez lire des visions, des blocs de développement, ce genre de choses. Mais il faut lire ce qui s'est passé il y a des années, lire ce qui se passe maintenant, se faire une idée, qu'est-ce qu'ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont échoué, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi, pourquoi est-ce qu'ils ont échoué. C'est un long travail, peu de gens le font vraiment dans les cryptos. Si vous n'avez pas la patience de le faire, ce que je peux comprendre, bah mettez-vous plutôt au trading. Voilà, et vous allez voir des gens comme Rodolphe sur Telegram, il a un super Telegram, voilà, et ça vous montrera des choses. Hein. Donc voilà, je peux vous le linker, hein, le Telegram de Rodolphe. Tac, tac, tac. Hop. Comment on invite ici? Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça. Hop. Donc, je vous l'invite là. Il fait beaucoup de contenu. Alors, vous pouvez pas répondre. C'est pour la cohérence. Après, je pense que vous pouvez lui écrire. Il essaye toujours de regarder et tout. Mais voilà, si vous voulez apprendre le trading, ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et lui, il fait vraiment quelque chose de... Voilà, c'est typé trading. Moi, ça me correspond pas. Mais je trouve que vraiment il est compétent et du coup vous passez peut-être un peu moins de temps que à étudier vraiment tous les projets en détail. Alors ça j'ai répondu. Embracer s'intéresse à un éditeur français de jeux de société. Ouais, on a les mêmes informations. Ubisoft qui lance un système de NFT sur un nouveau jeu. Quel est ton avis? C'est pas sur un nouveau jeu. C'est sur un ancien jeu. C'est sur Ghost Recon Breakpoint. C'est un ancien jeu. Hein. Donc c'est pas un jeu qui va sortir là, c'est un ancien jeu. Donc voilà. Il faudra voir comment ça fonctionne, s'il n'y a pas des bugs, s'il n'y a pas des problèmes. C'est le début. Mais comme je vous le dis, c'est une nouvelle ère de monétisation pour les gens. C'est une nouvelle ère de monétisation pour l'industrie du gaming. Donc c'est des choses qui sont très très intéressantes et il va falloir les suivre. Et je pense que à partir de demain, on va pouvoir suivre un peu comment ça se passe pour Ubisoft. Et il y aura des choses à comprendre et à savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La cyberattaque de... Ouais, alors il
y a des infos sur le Darknet. Après, voilà, je pense que j'en dirai pas plus. Je pense que ça peut nuire à l'entreprise d'en dire trop. C'est des choses sur lesquelles il faut laisser le temps, il faut enquêter. Les cybersécurités et les problèmes de cybersécurité, c'est complexe. Vous savez jamais jusqu'où les gens sont dans votre réseau, ce genre de choses. Après, ça n'a pas l'air de nuire à la société dans l'envoi des colis à l'heure actuelle. Ça paralyse pas l'envoi, ça paralyse pas l'achat. Donc faut pas non plus surréagir à ce genre de choses. Je vous dirais que des sociétés qui ont perdu des données de carte bancaire, il y en a énormément, elles sont pas toutes mortes, heureusement, parce que même Amazon, ça lui est arrivé. Quel est ton avis sur l'évolution de l'épidémie ? Je pense que ça va se calmer. Je pense que comme je vous l'avais dit, hein, pour ceux qui sont abonnés, la vidéo est sur YouTube. Hein, on l'a postée, je vais vous la linker parce que je pense que ça résume plus ou moins assez bien le point de vue qu'on avait et que j'avais et qu'Étienne partageait avec moi. Donc c'était... hop là, voilà, c'était celle-là. Donc je vais vous la repartager, comme ça vous l'aurez sur le chat. C'était celle-là. Et vraiment, je pense qu'on est toujours dans la même chose, hein, ce que je vous disais. Il y a des choses qui se confirment, le fait qu'Omicron semble être un variant beaucoup plus contagieux, mais moins agressif. Donc ça a des côtés positifs, des côtés négatifs. Le fait qu'ils sont un peu différents, voilà. Lololich, oui, il y a un replay automatiquement quand j'aurai fini ça. Ça se mettra sur Twitch et ça restera une semaine. Et après, on poste les replays sur la chaîne YouTube. Donc tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube. Je te mets le lien. Voilà. Et en étant abonné, après, tu vois les vidéos qu'on poste, ce genre de choses. Donc après, des fois, on poste aussi des vidéos de choses qu'on n'a pas tournées sur Twitch. Bientôt, vous aurez aussi les vidéos d'Étienne sur les thématiques des économies d'énergie, ce genre de choses, sur plus la thématique énergétique, vraiment, parce que lui, c'est un ingénieur et il est dédié à ça. Et il travaille beaucoup là-dessus. Donc vous aurez aussi ces vidéos-là, et le but, c'est vraiment voilà, de vous offrir un point de vue un peu techno sur cette chaîne-là, qui va différer de ce que les publications Agora pouvaient faire sur la chaîne Agora, qui était une chaîne qui était plus typée bourse et typée économie, on va dire. Alors nous, on est toujours typé économie, on en parle toujours, mais on a un angle vraiment techno, et on pense que c'est la techno qui drive l'économie et pas l'inverse. Voilà. Et que de plus en plus, ça va être la recherche fondamentale, les nouvelles technologies qui vont driver l'économie de demain, et non l'inverse. Même si demain l'économie s'arrête et s'écroule, forcément l'innovation va s'arrêter et s'écrouler. C'est des choses où vous êtes obligé d'avoir les deux. Es-tu présent sur des sociétés de matières premières autres que les semis ? Non. Non, parce que c'est des sociétés la plupart du temps que je comprends pas très bien. Pour ceux qui veulent comprendre, j'en avais parlé aussi. C'était dans la rubrique des flux. C'était sur structuration du marché et comprendre les rachats d'actions. C'était cette vidéo-là. D'accord. C'était cette vidéo-là. Donc je vous la poste dans le chat. C'était celle-là. Comprendre les flux et structuration du marché. En fait, vous vous rendez compte que les matières premières, que ce soit énergétique, donc pétrole, gaz, ou les matières premières de base, vous avez des émissions d'actions quasi tout le temps, et vous n'avez pas de diminution des actions. Et donc ça veut dire que votre temps, il n'est pas valorisé, il est valorisé que si vraiment l'entreprise, elle augmente son business. Et ça, c'est intéressant pour des boîtes où je suis très confiant dans l'avenir, d'accord, et où je peux comprendre l'avenir à très long terme. Sinon, généralement, ça m'empêche d'investir. Ou alors, j'ai été investi dans des boîtes de matières premières, mais c'était vraiment pour des cycles très courts, 6 mois, parce que je pense que le cuivre va monter, ou ce genre de choses.
mais je peux pas vous en parler là parce qu'à ce moment-là c'est de l'arbitrage et ça change tellement vite que ça aurait aucun sens que je vous dise j'achète telle valeur parce que le prix du cuivre il a monté, parce que si demain le prix du cuivre il s'effondre, je vais sortir de la valeur et vous allez me dire 6 mois plus tard, oh tiens j'ai telle valeur, elle s'est effondrée de 50%, voilà. Donc quand je fais des arbitrages comme ça, j'évite d'en parler parce que c'est une autre manière de faire de la bourse et je pense que c'est une manière qui est propre à chacun. Qui peut vite changer, donc qui n'a aucun sens, il n'y a pas d'explication derrière. Palladium, ouais, c'est un des rares métaux d'ailleurs sur lequel je vois un trend de très long terme d'utilisation. Alors vous commencez à en avoir de plus en plus, c'est des métaux liés à la transition énergétique qui ont vraiment des trends de très long terme avec des utilisations en hausse, et donc si vous êtes sur des sociétés qui sont pure players de ces métaux là, vous pouvez vous dire que c'est intéressant. Voilà. Arcelor en ce moment a un Pera assez incroyable avec un acier encore qui est plutôt bon. Ouais, ça faut demander à Value. Value il aime bien Arcelor, je crois. Je sais pas s'il en a encore et tout, mais moi je me méfierais. C'est des sociétés qui ont des cycles très violents, donc elles peuvent gagner beaucoup d'argent et puis après perdre beaucoup d'argent. Bon, le fait qu'ils fassent un gros PRA, c'était assez une bonne nouvelle pour moi parce que c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait avant dans cette ampleur-là. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Donc voilà, après la question c'est est-ce qu'ils vont le font là parce que exceptionnellement ils ont vraiment beaucoup de cash ou est-ce que c'est une vraie nouvelle stratégie qui se met en place. Je vous dis, allez voir la vidéo sur les cycles et sur les flux pour comprendre les rachats d'actions. Ça vous montre vraiment sectoriellement, de manière sectorielle, les choses qui sont intéressantes et celles qui sont moins. Voilà. Bon, et ben on va s'arrêter là. Pour ceux qui ont des questions, surtout, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez nous envoyer vos questions, même si vous n'êtes pas abonné à la-rédaction-tech@publication-agora.fr ou mettre vos questions sous nos vidéos YouTube. J'essaye de passer une fois toutes les semaines, voir un peu sur toutes les vidéos s'il y a des nouvelles questions et d'y répondre quand il y a à répondre. Des fois, j'y réponds pas juste parce que voilà, je suis d'accord avec vous ou ce genre de choses. Typiquement, récemment, il y avait une question, j'ai décidé de pas y répondre. C'était quoi tac. C'était la dernière fois sur le nucléaire parce que j'avais dit qu'on pouvait recycler les déchets à Bure et qu'en fait la plupart des déchets à Bure ne sont pas recyclables. Bon bah oui, c'est une erreur de ma part. J'ai grossi le trait. Après, ça m'arrive assez souvent. C'est aussi pour simplifier parce que sinon ça devient un peu compliqué si on rentre trop dans les détails aussi. Donc voilà. Après, des fois je peux me tromper, n'hésitez pas à me le dire, hein, je ne suis pas spécialiste de tout. Généralement, j'essaye toujours de bien me renseigner et de demander à des personnes qui sont compétentes, mais je peux avoir mal compris un truc ou ce genre de choses, donc n'hésitez pas. Et voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.